je signale à vos amis et à tous vos ennemis, comme toutes les semaines, qu'ils peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenTV. Oh là là, ça attaque fort. Un petit message de Milos. Si vous deviez, puisqu'on a parlé beaucoup de testament la semaine dernière, si vous deviez écrire votre testament tout de suite, est-ce que vous légueriez quelque chose? Et notamment, alors les costumes et les livres d'Angot sont exclus. Voilà. Sans dire. Bah, moi, si je devais léguer quelque chose à Zemmour, je lui lègue ma bibliothèque. Ah. Bah, au moins, ça tomberait sous de bons yeux, entre de bonnes mains. En plus, tu m'as volé ma réplique. Ah bon, non, mais c'est un échange de bons procédés. Mais en plus, l'âge venant, je deviens un peu bibliophile. Donc, j'en ai des beaux. Oui, voilà, il commence à y avoir des beaux volumes. En plus d'y en avoir beaucoup, il commence à valoir un peu. On n'a pas que des poches. Voilà. Ah, non. C'est le seul avantage de vieillir. Non, moi, je lis pas en poche. Non, je suis anti-poche. Et vos livres d'Angot, alors qu'est-ce que vous en faites? Les livres d'Angot, c'est-à-dire que la correction m'empêche de vous dire l'usage que j'en fais. Mais sachez qu'ils ne sont pas dans la même pièce que le reste. C'est pas des livres. C'est une plus petite pièce, très séparée de l'espace bibliothèque. Voilà. Non, les livres d'Angot, c'est intéressant, il faut les garder. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres, il n'y a pas qu'Angot, mais Angot est un archétype. Et dans 50 ans, on verra le basculement. C'est-à-dire que vous voyez, c'est comme le Néandertal et l'Homo sapiens. Vous voyez, il y aura Chateaubriand, il y aura Angot, et puis on verra bien que c'est pas vraiment l'humanité, quoi. Hein, que c'était une souche spéciale. Il y a Chateaubriand, ça c'est la littérature française, et puis Angot... c'est le Néandertal de la littérature française, quoi. Oui. Les grottes de Lascaux, puis il y aura les grottes de Langot. Voilà, non mais voilà, on se penchera là-dessus en disant il y a eu un état primitif de la littérature, un peu maladroit, un peu brouillon, et puis voilà, ça a été une phase, et on est passé à autre chose. Voilà. Bien, on va passer à autre chose. Elle est quand même excellente. Écoutez, oui, non, je sors la nouvelle tirelire de Gaulle envoyée par Albert, que nous remercions encore pour ces petits cadeaux charmants, puisque on n'arrête pas de citer de Gaulle. Hein. Ça, je pensais que après l'année dernière, je pensais que c'était fini, mais en fait non. Donc on a de nouveau notre tirelire de Gaulle. Moi, j'aurais préféré qu'entre francophones, l'inscription soit en français. C'est is money. Je vois pas. Bon, il ne sait pas lire l'anglais, de toute façon, ne lui dis pas. Allez, messieurs, les chronomètres sont derrière moi. C'est l'heure du match. En Belgique, le maire de la commune d'Etterbeek a pris un arrêté pour ordonner à la police d'interpeller les sans-abri, y compris les récalcitrants qui voudraient rester dans la rue. Ils seront conduits dans un endroit chaud. Rappelons qu'au moins 3 sans-abri sont morts en France depuis le début de ce Moscou-Paris, de cette vague de froid. Nolo, ça vous inspire quelque chose? Cette idée d'avoir à protéger les gens d'eux-mêmes, en fait. D'abord, je crois que le bec belge, je pense Beek, il faut dire Beek, Etterbeek. Oui, Etterbeek. C'est ça. C'est pas l'essentiel, en effet, du sujet. Moi, je trouve ce genre d'initiative particulièrement contre-productive parce que ça accrédite l'idée que les SDF dorment dehors par choix. Or, ce n'est pas le cas. En France, en tout cas, si les gens sont dehors, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place d'hébergement. Alors, Luc Ferry a dit récemment que les mathématiques ne servaient à rien dans la vie courante. Bah, parfois, si vous faites la soustraction des places d'hébergement et des gens qui auraient besoin de cette place, il manque 15 000 places environ. Donc, la solution, c'est pas de mettre de force, de les contraindre. Il y a 2 grandes solutions. Soit on fournit des abris individuels. Maintenant, il y a des choses assez efficaces qui se font, des petites tentes pliables. Soit on construit en dur des centres d'hébergement. Parce que les gens appellent le 115, essayent de se loger et ne trouvent pas de place. Et surtout, il y a une autre initiative qui est encore plus urgente, c'est d'essayer de réinsérer ceux qu'on peut encore réinsérer. Parce que quand vous vivez dans la rue, il y a un décrochage des règles les plus élémentaires de la société qui fait que ces gens-là partent complètement à la dérive et deviennent, au sens propre, irrécupérables. Donc, protection, pas seulement en hiver, les gens, il paraît que les SDF meurent tout autant de déshydratation en été, donc protection tout au long de l'année, immédiate, et ensuite on essaye de travailler sur le fond du dossier, c'est-à-dire la réinsertion de ces malheureux. Voilà. Donc, cette initiative belge, je la trouve très indispensable. Moi, je pense que le sujet n'est pas là. Si, enfin, là, dans ce match, il est là. Oui, je sais. Est-ce que la volonté politique doit contraindre les gens qui... Mais si la volonté politique, elle doit contraindre pour tout. Parce que ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est que la volonté politique, elle est à trous. C'est comme le fromage. Je veux dire par là que quand Nolo dit il n'y a pas assez de place, non, c'est pas ça. C'est que d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas y aller. Parce qu'ils ne s'entendent pas, ils se tapent dessus, ils se volent, etc. Oui, pour des raisons d'insécurité, ça arrive. Voilà. Et c'est pas par choix véritable. Non, mais bien sûr. Si tu as le choix entre la rue et te faire détrousser dans un centre... Mais évidemment, on est d'accord. Mais on est d'accord. Deuxièmement, parce que la volonté politique est incapable
d'empêcher de rentrer, parce que l'essentiel des sans-abri, c'est quand même des gens qui viennent d'ailleurs. Il y a... Non, mais c'est pas... Mais si, parce que il nous dit, il y a pas assez de place. Mais tu vas pas comme ça construire sans fin en accueillant les millions de gens qui veulent venir à Paris. Donc c'est un problème. Si on arrêtait ces gens, si on les empêchait de venir, on aurait moins de sans-abri. Les migrants. Les gens qui viennent, mais ça n'a aucun rapport. Mais ça a tout un rapport. Non, là, les SDF, il n'y a pas que des SDF qui sont là. On fait pas de... Excusez-moi, mais les gens dans la rue, on les voit. Non, mais une précision factuelle. Le nombre de places qui manquent est stable. C'est pas vrai que le problème a explosé parce qu'il y a des migrants. Le nombre de places qui manquent est stable. Donc c'est pas les migrants et les SDF. Il y a les deux problèmes. Il y a les deux problèmes liés. Il y a qu'eux, ils ne veulent pas y aller. Et que deuxièmement, il y a une telle vague de migrants que ça submerge tous les systèmes d'accueil. Absolument. La vague de migrants n'a rien à voir là-dedans. Bon. Le principal problème, c'est que dans les centres d'hébergement, les familles, ils restent ad vitam aeternam parce qu'il n'y a pas de place pour leur trouver un logement à bas prix. Et les familles qui viennent d'où ? Non, des familles françaises. Non, c'est vraiment pas le débat. Ces familles françaises ou pas, bon, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas. Si, elles restent là. Moi, je m'en fous pas. Elles restent là et elles y restent pendant des années parce qu'on ne leur retrouve pas un logement social. Donc, aucune place ne se libère, il y a un encombrement et il y a cette différence numérique dont je te faisais part au début. Donc pour l'un et pour l'autre, si la question était une volonté politique, indépendamment du... oui, mais... c'est non. Moi, je trouve ça... Parce qu'ils je trouve que c'est à côté de la plaque. Je trouve que c'est à côté de la plaque. Merci, c'est l'heure de notre second match. Le 10 mars prochain devait avoir lieu le règlement de compte familial entre Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine à l'occasion du congrès de Lille. Le président d'honneur du Front National, pourtant persona non grata, avait prévu d'y aller. Mais finalement, regardez. Je ne me rendrai pas à Lille parce que je ne veux pas me rendre, si peu que ce soit complice, de l'assassinat du Front National qui va s'y dérouler. Mais je serai ailleurs. Alors, Nolo, une façon pour le menhir de tirer sa révérence? Non, je ne crois pas. Moi je trouve c'est très intéressant, cette péripétie, et je la mets en relation avec l'intervention de Marion Maréchal Le Pen dans un forum conservateur. J'ai l'impression que le grand-père et la petite-fille font le même calcul. C'est que c'est plus la peine d'épater la galerie avec des actions au coup de poing, il faut gagner la bataille des idées. En fait, Marion Maréchal Le Pen, ce qu'elle propose, elle, c'est une sorte de Sciences Po d'extrême droite, quoi, au sens gramscien. Elle crée une école. Elle crée une école, mais au sens gramscien, c'est-à-dire qu'il faut d'abord poser les bases idéologiques, bien imprégner la société, et ensuite on peut prendre le pouvoir. L'hégémonie culturelle, c'est le principe de Gramsci. Exactement, mais adapté à l'extrême droite, Gramsci n'étant pas d'extrême droite. Communiste. Et de l'autre côté, absolument. Qui était bien plus démocratique, c'est bien connu. Et de l'autre côté, Jean-Marie Le Pen, il doit faire le même calcul. Il se dit, bon, je vais faire ça, je vais peut-être faire BFM, mais je publie mes mémoires, j'ai le droit à la couverture du Point, et à 8 pages ensuite. C'est beaucoup plus payant. Et donc, il est en tête des ventes. Et il est en tête des ventes. Donc la bataille des idées paraît, de tout point de vue, beaucoup plus efficace, surtout qu'il l'attendait comme... voilà, il attendait le pied au fusil. Hein. Donc il n'aurait pas été très très loin, donc ça n'aurait pas été très efficace. Donc je pense qu'il y a une modification in extremis de la stratégie de Le Pen qui s'est inspirée de sa petite-fille. Encore une fois, le grand-père et la petite-fille sont sur la même ligne, en cohérence. Alors, moi, je voudrais d'abord dire que c'est la solution de la sagesse. Ça aurait été ridicule de voir un vieux monsieur chasser... Il l'a déjà fait, souvenez-vous. Je sais bien, mais bon, ça va. On s'est bien amusé, bon, c'est bon, quoi. Bon. Deuxièmement, je ne suis pas en désaccord avec l'analyse que fait Nolo, sauf que je pense qu'il surestime la complicité entre le grand-père et la petite-fille. Pour les connaître un peu... C'est une complicité objective. Ah voilà, d'accord, d'accord. Alors, intellectuellement, d'accord, ok. D'ailleurs, sur la ligne, là tu as tout à fait raison. Ils sont à droite alors que Marine Le Pen est une femme de gauche. Donc, effectivement, ça fait des différences. Ça, c'est quand même une première chose. Deuxièmement, je suis assez d'accord avec Nolo pour dire que, en gros, le Front National est mort. Et que donc, de toute façon, ils en tirent, et le grand-père et la petite-fille, les leçons. Et troisièmement, pour répondre à la guerre idéologique, moi je pense que Marion Maréchal Le Pen a bien raison. Et que c'est une excellente idée. Et qu'effectivement... De créer cette école ? Oui, et qu'effectivement, je ne sais pas si elle va réussir, je ne sais pas si ça va être de qualité, je ne sais rien de tout ça. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, depuis 1945, la gauche a tous les pouvoirs universitaires, culturels, médiatiques, et qu'il faut leur reprendre, sinon on n'y arrivera jamais. Et donc, je pense qu'il faut
prendre une revanche culturelle et idéologique sur la gauche. Moi, modestement, c'est ce que j'essaye de faire depuis des années. Ça ne nous avait pas échappé, Voilà. cher Zemmour. Non, mais ce qui est un peu ironique dans l'histoire, c'est que Marine Le Pen voulait que le parti du Front National devienne un parti un peu comme les autres, dédiabolisé. Et en fait, il va devenir un parti national à ses dépens, un parti comme les autres à ses dépens. C'est-à-dire que je pense qu'elle ne pourra pas éviter alors peut-être pas des primaires, c'est vraiment pas dans la culture du FN, mais en tout cas que les militants décident entre elle et sa nièce, je pense, entre deux lignes. Parce que ces deux lignes vont coexister et Jean-Marie Le Pen, avec son attitude, tend à accréditer cette idée. Moi, je pense que tu ne veux pas voir que pour l'instant, Marion Maréchal Le Pen est vraiment sortie de la politique. Tu ne veux pas, je sais, personne ne veut le voir. Moi, je crois. Non, je crois pas. Moi, je crois C'est étrange que Elle en vous fait disiez autrement. ça, en effet. Bah, Elle en fait oui, je autrement. sais bien, C'est mais... étrange. Non, mais attends, qu'elle fasse de la métapolitique. Mais dans ce cas-là, on en fait Mais tous. sur le j'en temps fais, long, elle est redoutablement intelligente, vous trouvez pas? Mais moi, je pense qu'on Plusieurs lui- fois, vous avez dit, en effet, Oui, c'était moi, une je question que pense je qu'on voulais lui vous poser. prête un machiavélisme qui n'est pas de saison. Mais bon, je peux me tromper. Tu sais, tu Elle peux avait être, dit, je vais m'occuper de ma fille, et vous aviez dit, ah bah voilà, elle quitte la Bah oui, politique. bah oui, mais bah oui. enfin, Bah, elle ne revient pas dans la politique, elle ne se présente pas aux européennes. Non, mais tu peux être- Dans la politique, je veux dire élective. Parce hein. qu'elle est très La politique, jeune, oui. là, on fait de la Non. politique. Non, mais Oui, tu oui, peux être bien sûr. On est stratège. d'accord. Tu peux être stratège sans être machiavélique. Et Oui, c'est quand même exactement. pas la même chose de s'appeler Marion Maréchal Le Pen ou Éric Zemmour ou Éric Nolot quand tu prends une. Voilà, elle ne peut pas être naïve au point de croire qu'on va prendre son intervention comme quelqu'un qui fait les boutiques à Washington et qui tiens. Non, bien sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc non, mais c'est pas innocent. Ça peut pas être innocent. moi, je suis étonnée que vous la voyiez pas arriver. Mais parce que c'est un naïf, Zemmour, contrairement Oui, aux au apparences. fond, oui. C'est un enfant qui vient de naître. Il est en pleine innocence. Mais heureusement, je suis là. Suis-moi, tu ne pourras pas t'égarer, Zemmour. Oh là là, on dirait les Ouais. évangiles. Vous savez que vous avez une minute de plus que Zemmour? Je pense que c'est arrivé 3 fois, et ça arrive de plus en plus fréquemment. Ah, Vous êtes fatigué. j'aime vous l'entendre dire. Bien, j'ai décidé de me retirer de la vie publique. Parce que j'irai pas plus haut. Non, ça c'est vrai, probablement. Bon, merci monsieur. On enlève les chronomètres. Ah. Puisqu'on appelle maintenant pour le 3e match une attaquante. On accueille Isabelle Saporta. Bonjour. Merci. Bonsoir Isabelle Saporta. Alors, je me mets ici. Non, là, je me mets là. ouais. On m'avait bien dit où il fallait que je me mette, c'est pour ça que je me suis Mais mise vous à savez qu'on côté. est en Je vais direct, écouter. enfin pratiquement, donc ça ne sera pas coupé. D'accord. Donc, voilà, bienvenue sur le plateau. Vous êtes journaliste, vous avez écrit il y a 7 ans le livre noir de l'agriculture, comment on assassine nos paysans, notre santé et l'environnement. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes le week-end dernier. Emmanuel Macron y a passé 12h30. Regardez. Oui. Voilà. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non mais d'accord. Mais vous me dites, Nous, on est calme. Non, mais moi, non. Attendez, vous êtes calme. Oui, je suis calme, moi. Je m'adresse poliment. Non, vous m'avez cité dans d'autres tout à l'heure. Alors, le président Macron, est-ce que vous l'avez trouvé convaincant au salon de l'agriculture? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, moi, je ne suis pas macronienne dans l'âme, hein, mais je dois dire que je le trouve assez bon en général. Hein. Là, effectivement, il a voulu montrer que, voilà, il a fait du Sarkozy sans faire du Sarkozy. C'est-à-dire, il n'a pas dit, voilà, c'est tout. Non, mais hein. c'est très souvent, on peut dire ça pour beaucoup de choses. C'est ça. Pas seulement l'agriculture. Mais... C'est qu'effectivement, c'est un peu plus haut de gamme. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit casse-toi, pauvre con, et il n'aura pas dit ta gueule, mais il aura dit c'est qui les sifflets, je suis là, c'est qui Raoul. Bon, et oui, il est bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise le contraire, il est bon, quoi. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Il n'y a pas un double langage? C'est pas le en même temps, c'est le double langage. C'est-à-dire que d'un côté, il leur dit on va revaloriser vos revenus parce qu'on va limiter, on va interdire la vente à perte encore plus de la grande distribution, Si etc. on y arrive. On en a parlé déjà 10 fois ici. Donc ça, c'est le côté je protège les agriculteurs, les revenus des agriculteurs, etc. Et de l'autre côté, il accélère la mise en place des grands accords de libre-échange avec l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le poulet brésilien qui a de poulet que l'étiquette, quoi. Bon, voilà. Avec le Canada au nord, c'est passé la même chose, c'est des grandes propriétés, etc., hyper, avec des intrants, comme ils disent, partout, et des machines partout. Donc ils tuent l'agriculture française, on est d'accord. Et ils tuent aussi la qualité aussi, minimale.
Donc moi je pense qu'il y a un double langage. Vous êtes en train de me dire que c'est le bal des faux culs? Écoutez, oui, c'est le double langage, c'est peut-être le bal des faux culs. Mais oui, mais il y a et en même temps Stéphane Travert et en même temps Nicolas Hulot. Donc il envoie même Nicolas Hulot, le ministre écolo, chez la patronne de la FNSEA, c'est-à-dire le syndicat majoritaire, en disant « Ah mais moi je vous ai entendu sur le Mercosur, donc effectivement les accords, je vais vous protéger. » Et en même temps, comme vous le dites très justement, il ne le fera pas. Il envoie Travers pour faire ses états généraux de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, dont il n'est rien sorti, on est d'accord, cette espèce de truc de vente à perte, pas vente à perte, 10%. Ça c'est rien, ça vraiment c'est rien pour le moment c'est rien, c'est rien. Pourquoi? Parce que je vais vous dire un truc, depuis 2009 on a mis en place l'Observatoire des marges, c'était déjà ça le problème, c'était déjà de se dire au fond qu'est-ce qui revient à qui. C'est la grande distribution, ce que je me tue à dire toutes les semaines. Le problème il est là, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où tu as très peu de centrales d'achat, où c'est eux qui ont les leviers, si vous voulez, de toute façon tu peux dire ce que tu veux, tu peux gesticuler comme tu veux, tu n'y arriveras pas. Rappelez-vous, quand l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, avait essayé de faire un bras de fer avec les coopératives agricoles sur le prix du porc. Les coopératives agricoles, qui sont elles-mêmes des mastodontes aussi grosses que l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, leur avait dit non mais tout doux bijou, on n'augmentera pas le prix des agriculteurs. Donc si vous voulez, il y a même un quadruple balle des faux culs, c'est-à-dire que même le syndicat majoritaire, Christiane Lambert, quand elle te dit il faut qu'on revalorise les prix, les grosses coopératives agricoles, que ce soit par exemple Sodial pour le lait, la Coperle pour le porc, n'ont aucune envie de payer plus leurs éleveurs. Donc si vous voulez, on est dans le bal des faux culs à plusieurs niveaux. Mais soyons concrets sur le Mercosur. Est-ce qu'il est vraiment impossible d'obtenir parce que c'est essentiellement le bœuf qui pose problème, par exemple du bœuf importé et le poulet, et qui soit produit dans les mêmes conditions de contraintes sanitaires. Est-ce que c'est impossible? Oui, même moi je peux te répondre. C'est pas toi qui pose la question, donc voilà. Oui, mais il a une minute de retard sur vous. Oui, j'ai envie de vous dire. Ça, je vais la payer pendant des années. Mais ne vous en mêlez pas parce que c'est déjà assez compliqué. Est-ce que vraiment c'est impossible d'obtenir les mêmes contraintes sanitaires? Alors là où je vais vous dire qu'on est effectivement encore dans l'hypocrisie la plus totale, c'est-à-dire que comme on sait que c'est impossible, on a déjà commencé au niveau européen à détricoter nos normes sanitaires pour s'aligner sur celles, exactement, c'est toujours la même chose, sur celles effectivement du Canada, sur celles du Brésil, c'est-à-dire au fond on n'a pas le droit de mettre des hormones, d'accord, mais vous savez on n'a pas le droit de tremper les poulets dans le chlore comme on le fait dans ces pays-là. Ok, mais par contre il y a tel et tel truc qu'on a le droit de faire là-bas. Tremper les poulets dans le dans le chlore. Bah oui, parce qu'en fait eux ils en ont rien à foutre, pardon d'être grossière, ils n'en ont rien à faire de savoir comment ils produisent le poulet, puisque c'est dans des grands trucs industriels, donc c'est dégueulasse, faut quand même dire les choses comme elles sont. Oui, donc à la fin, si tu veux, la seule solution c'est de les tremper dans l'eau de Javel pour que ça se passe bien, vous êtes d'accord? Bon voilà. Donc ça on fait ça chez nous, ça donne un goût mais c'est propre. Ça voilà, ça donne un goût mais c'est propre. Non, il faut aller au bout de ce truc de Mercosur. Mercosur sur le papier c'est indéfendable parce qu'il y a on défend les circuits courts puis on va faire venir de la viande. Je me tue à dire. Il y a une pression sur les prix qui va être à la baisse. Il y a ces questions sanitaires. Alors, est-ce qu'il y a quand même un avantage pour les agriculteurs français dans cet accord de libre-échange? Ah non, il y en a. Alors là, pour les agriculteurs, il y en a aucun. Ça, c'est évident. L'ouverture des marchés. Mais il n'y en a aucun. On va leur vendre des fromages. Mais voilà, alors... Merci. Et du champagne. Zemmour, ça c'est le grand truc à chaque fois, c'est de me dire non. Ça je connais par cœur. Mais alors pour le fromage, ça va être beaucoup mieux. Alors ce qui est génial, c'est que tous les grands géants laitiers, genre Lactalis, ils ont déjà de toute façon des usines partout dans le monde. Donc eux, pour vendre des fromages dans le monde, ils n'ont aucun problème. Et ils distribuent partout. Vous allez au Mexique et compagnie, vous avez des yaourts Yoplait et compagnie. C'est déjà, ça existe déjà. Mais là où il y a vraiment un truc, c'est vraiment important et même vital, c'est qu'effectivement la nourriture devrait être sanctuarisée. Ça ne devrait pas faire partie des accords de l'OMC. Ça, si vous voulez, s'il y a un truc qui ne devrait pas faire partie, effectivement, du libre-échange, ultra-libéral... La culture et l'agriculture. La culture et l'agriculture, il a parfaitement raison. Purement et simplement un sacrifice au culte du libre-échange, rien d'autre. Oui, et avec les autres, il y a les banques, il y a les autres secteurs économiques qui vont profiter de cette ouverture de marché, c'est donnant-donnant. Mais nous, on sacrifie notre agriculture pour des avantages là où on est plus fort. Maintenant, je voudrais aborder un en même temps particulièrement problématique d'Emmanuel Macron, qui est le roi du en même temps, sur le glyphosate. Oui. Parce que j'arrive mal à comprendre la position française où on reste assez ferme sur le principe, ce sera interdit 3 ans, mais en même temps, il y aura des exceptions. Donc ça veut dire que c'est interdit et autorisé en même temps. Alors, comment vous voyez la chose? Je vois la chose pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, le grand combat qu'il fallait mener, il fallait le mener au niveau européen. On ne l'a pas vraiment fait. Donc on a dit que nous, tout seuls, nous allions prendre cette décision. Bon, nous, tout seuls, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Le syndicat majoritaire va sans doute nous attaquer au niveau européen en disant « Mais nous, tout seuls, mais ça va pas bien la tête ».
et ils vont avoir gain de cause, c'est évident. Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, a déjà dit « Ah non, mais au début, Nicolas Hulot, il était sec, très sec. Hein. Mais maintenant, il comprend qu'il va y avoir... il va y avoir des... » Mais Sandrine Saroche a dû soucier on est tout en cœur avec Christiane Lambert, j'ai envie de vous dire. C'est un truc, ça fait des années qu'on s'aime. Et donc du coup, c'est très bien. pour tout vous dire, je pense qu'effectivement, c'est le bal des faux culs. Je pense qu'il y aura des exceptions de plus en plus importantes. Je pense que ce que propose Christiane Lambert, je ne laisse pas parler, hein, Christiane Lambert sur la réduction des pesticides est aussi un truc de total... faux cul, parce que si vous voulez, depuis 2009, on nous dit qu'en 2018, on réduira de moitié les pesticides, et là, elle nous dit qu'en 2040, on fera peut-être. Donc, si vous voulez, chaque année, on gagne 15 ans dans la tronche. Donc, voilà. Alors, j'ai deux questions qui n'ont pas rien à voir, mais bon. La première, c'est je me fais l'avocat du diable 30 secondes. Ouais. C'est curieux. C'est bizarre. Hein. Ça, non, mais parce que les pesticides... Non, du diable, surtout, c'est bizarre. Pas mal. Les pesticides, il y a aussi un côté positif aux pesticides. Oh ben, pas des masques. Hein. C'est-à-dire qu'ils tuent toutes les bêtes, qui tuent les fruits et compagnie. Quoi. Avant, il n'y avait pas de pesticides et on gâchait la moitié de la récolte et on avait des famines. Là, maintenant, il y a des pesticides, il n'y a plus de famine. Je veux bien qu'on bouffe bouffe dégueulasse, mais au moins, il n'y a plus personne qui meurt de famine en France. Mais le cancer. Voilà, mais c'est à plus long terme, donc ça se voit moins. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais non, mais si vous voulez, là, je pense quand même, comme on est arrivé au bout de ce système, c'est-à-dire que quand tu as 40% des agriculteurs qui gagnent pas 350 € par mois, quand ils sont surendettés, quand on se retrouve effectivement premier consommateur européen d'utilisation des pesticides, quand on sait maintenant que les maladies de Parkinson, les lymphomes, les cancers du sein, les cancers de la prostate, etc., c'est... Alors, il faut tous qu'on passe au bio, quoi. Donc, il faut payer plus cher la bouffe, en clair. Ah, mais de toute façon, il faut payer. Mais moi, je suis pas contre, hein, mais j'essaie de préciser, de comprendre. Ça, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la politique agricole commune, c'est quoi? C'est 10 milliards en gros pour l'agriculture, d'accord? C'est 10 milliards qui reviennent à peu près à tout ce qui est le système productiviste aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un moment, mais putain, ça fait 10 ans que j'ai la même chose, hein, il n'y a pas moyen, à un moment, de faire en sorte que ces 10 milliards servent à sortir nos agriculteurs de l'impasse dans laquelle ils sont aujourd'hui, à réapprendre les gestes agronomiques, à faire en sorte que, je suis désolée, mais le bio, c'est 50% d'emplois en plus dans nos campagnes. Hein. Aujourd'hui, on est en train de se demander comment ça se fait qu'il y ait des diagonales du vide dans les territoires ruraux. Mais écoutez, il y a quand même moyen aujourd'hui de faire autrement. Au lieu de ça, on va faire quoi? On va mettre des millions et des millions sur la méthanisation. Donc, continuer à faire des usines à porc pour lesquelles on ne sera pas compétitif, parce que quoi qu'il en soit, pour produire de la merde, on sera toujours plus cher que les autres. Mais oui, je suis d'accord. Mais je vous rappelle simplement que ça, c'est toujours le problème européen. C'est que les Allemands et les Hollandais nous ont mangé la laine sur le dos en faisant vos usines à porc et faisons autre chose. Donc, si vous voulez, il y a un moment, qu'est-ce qui marche, nous, dans notre balance extérieure? C'est le vin, c'est du très haut de gamme, c'est les cosmétiques. Pourquoi on n'est pas capable de renouer avec ce qui fait nos territoires? On ne peut pas tous manger du haut de gamme. On n'a pas tous les moyens. Alors, ça, je suis d'accord avec vous, ça se fera pas du jour au lendemain. Mais moi, si vous voulez, si demain, on met l'argent qu'on met aujourd'hui, finalement, écoutez, c'est pas compliqué. Alors, il faut renationaliser les politiques agricoles. Non, je pense Parce que ça, les Allemands et les Hollandais seront pas d'accord. Non, je pense pas qu'il faut les renationaliser. Je pense qu'il faut se battre au niveau européen pour une autre politique. On avait un très bon commissaire en charge des questions agricoles qui était Dacian Cioloș. On a eu, nous... Ben oui, je connais pas. Il était très bien. Et feu Dacian Cioloș. Et donc, tous les syndicats, effectivement, productivistes, le nôtre en premier, ont eu leur sapeau. Donc, alors, justement, à propos de syndicats productivistes, j'ai une dernière question. Mais oui, justement, on attendait votre deuxième question. Et voilà. Alors, on a eu ici et Sébastien et Le Foll et Perico Légas qui vante Le Foll en disant que lui, au moins, il a viré la FNSEA du gouvernement et que là, maintenant, la FNSEA a repris les manettes du ministère de l'Agriculture. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Enfin, est-ce que vous êtes d'accord au moins? De toute façon, elle les a jamais perdues, les manettes. Alors lui, il dit que si. Non, mais parce qu'il est amoureux de Le Foll. Je sais pas pourquoi, il est ébloui. Bon, moi, j'ai jamais été ébloui par Le Foll. Non, mais là, c'est sexuel, on n'est plus dans le rationnel. Il y a un truc, moi, Le Foll, ça n'a jamais été. C'est l'amour, ça s'explique pas, je peux vous dire. Voilà. Maintenant, moi, Le Foll, quand il expliquait au moment de la grève des mecs de Lactalis, des éleveurs de Lactalis, qu'il aurait bien fait quelque chose pour eux, mais qu'il n'arrivait pas à trouver le 06 d'Emmanuel Beignet. Je veux dire, moi, je veux bien que ce soit un grand. Vous vous souvenez de ça? Je trouve pas le numéro. Je trouve pas le portable d'Emmanuel Beignet. C'était le ministre de l'Agriculture. Il trouvait pas le portable de Lactalis. Mais si vous voulez, il y a un moment. Une baisse de la compétence dans la fonction publique. Non, mais si on doit résumer, la situation entre, en effet, les accords de libre-échange qui sont subis par le monde agricole, le fait que les terres soient de plus en plus achetées par des investisseurs étrangers, chinois au premier chef, on a l'impression quand même que le mot qui résume tout ça, c'est impuissance, qui subissent
la mondialisation et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour eux. Peut-être que vous allez infirmer cette... Non, je ne vais pas l'infirmer. Je vais pas l'infirmer. Ce que je veux dire, c'est qu'on manque de courage politique parce que quand on veut faire changer les choses, on y arrive. Là, il y a un moment, on a un sur les deux points, là. Donnez un Sur les exemple. deux points. Mais sur les 2 points, par exemple, sur le glyphosate, quand on avait Ségolène Royal qui se battait courageusement là-bas, ça, au niveau européen, elle bloquait. Quand elle s'est battue sur les perturbateurs endocriniens, elle bloquait. Donc il y a un moment, quand on a un Vous êtes amoureuse de Ségolène. Moi, plus. C'est ce que j'allais dire. Non, mais je veux dire- Perico, c'est le folle et vous, c'est Ségolène. Non, Bon, mais je suis c'est pas. moderne, remarquez. Je suis pas. Ouais, ça, je savais que ça allait vous plaire. Je me suis doutée. Hein. Non, mais sauf qu'il y en a une, apparemment, qui a obtenu des résultats et pas l'autre. Donc, c'est pas la même chose. Oui, voilà. C'est ce qu'elle dit, mais Perico nous dit le contraire. pas Mais le même non, amour. mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout cas, moi, je pense que le champ de bataille, contrairement à vous, Éric Zemmour, là-dessus, on ne sera pas à pote, c'est qu'effectivement, il est au niveau européen. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on réussira tout seul, en s'enfermant. Voilà. Donc, il faut se battre là-bas. Mais par contre, il faut se battre. Oui, mais si il on faut perd pas tous les subir. matchs, il y a un moment, Oui, il non, faut mais d'accord, comprendre il faut qu'on perd au tous les moins. matchs. Quand Macron. Non, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Quand Macron va faire le tour de l'Europe en disant les travailleurs détachés, c'est pas possible. Il a perdu. Oui, d'accord, mais enfin, au moins, il mène la bataille. Hein. Oui, mais il fait semblant. Il n'a aucun Au résultat. moins, il fait semblant de la mener. Sur le glyphosate, il fait même pas semblant de la mener. Nicolas Hulot ne fait même pas semblant de la mener. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, il y a des batailles qu'on peut au moins essayer de mener. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est tout. Je suis désolé. Je suis désolé. Il les a menés et il les a perdus parce que les Allemands nous ont lâchés au dernier moment. Les Allemands, de toute façon, font Mais des comme batailles à d'habitude. 15 bandes. De toute façon, vous savez bien, Bayer, Monsanto, oui. où c'est Bah pas oui. chez nous. Eh ben voilà, c'est donc on là-bas. est bien Oui, mais d'accord. Est-ce qu'il y a un moment où on peut avoir un peu de courage politique Non, mais face aux Allemands, on perd. et s'opposer au lobby des comprend grandes ça. multinationales? Mais c'est même pas les Allemands, là, c'est le lobby des multinationales. Parce que quand vous me parlez des accords de libre-échange, c'est la même chose. Quand ils demandent les tribunaux arbitraux, au fond, pour dire demain, c'est pas les États qui choisiront comment on fait le commerce, mais c'est nous, et nous pourrons poursuivre les États qui refusent les OGM, qui refusent les pesticides, etc. Ça, c'est les multinationales, c'est même plus les États. Ah oui, c'est vrai. Donc, moi, c'est pour ça que je pense que l'Europe doit rester forte, parce que malgré tout, dans ces cas-là, sinon on laisse les clés aux GAFA, et donc Google, Amazon, C'est un et mythe. Facebook, et c'est terminé. C'est un mythe. Non, non, Excusez-moi, c'est un mythe. alors, là, c'était la un pays comme conclusion. l'Islande, tout petit, a réussi à faire rendre gorge aux banques mondiales, alors que nous, Donc, là, un la peu de France courage et la. politique. Mais oui, mais l'Islande, alors. c'est pas l'Europe, hein, c'est un confetti. Bah ouais, bah écoutez, un gros confetti Donc comme c'est, l'Europe, ce sera encore mieux. Je Non, me réjouis. parce que justement, là, c'est tellement divisé. Et on a tellement de gens qui sont pas d'accord avec nous qu'on perd tous les matchs. En fait, c'est fini depuis 5 minutes. Hein. Voilà, c'est fini. Et quand on parle confetti, Mais c'est parce eh bien, qu'il quand a, on il a- parle il a pris confetti, trop de temps, hein, Nolo. c'est Voilà, Sandrine Saroche, n'est-ce pas, Eric? Allez, hop. Sandrine, je dois vous voir, vous êtes aussi dans les coulisses depuis 12h30 vous-même. Ça va être votre heure, mais d'abord c'est la pub, hein, vous savez. Après la pub, on retrouvera un essayiste, Alain Minck, le copain d'Éric Zemmour, un cheminot, Roger Dylan Senger, un insoumis, Manuel Bompard, et un ancien ministre, Roger Karoutchi. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau de Zemmour. Je rappelle, messieurs, à vos amis et à tous vos ennemis, et mesdames, à tous vos amis, qui peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Allez, Sandrine, c'est à vous, donnez tout. Merci Anaïs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque année, c'est de plus en plus compliqué d'avoir froid. Avant, en hiver, quand il faisait froid, et quand il faisait froid, on avait froid. Bon. Pareil en été, quand il faisait chaud, on avait chaud, et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, on nous explique que ce qui compte, c'est pas le froid qui fait, c'est le ressenti. Par exemple, quand il fait moins 2 degrés, on nous dit il fait moins 11. Comme sur ce plateau. Mais voilà. Du coup, moi, je sais plus si j'ai froid ou si j'ai très très froid. D'ailleurs, tout à l'heure, en arrivant au studio, il y a Éric Zemmour qui avait son cache-nez jusqu'aux yeux et qui me dit, bah alors, on se fait plus la bise? Et ben moi, du coup, au niveau du ressenti, ben, je l'ai trouvé hyper blizzard. Finalement, le ressenti, c'est valable pour tout et n'importe quoi. Tiens, par exemple, Jacques Lang. Quel âge a-t-il à votre avis? 60
78 ans, ressenti 22 ans, à tout casser. C'est tellement méchant. Mais pas du tout. Ça dépend Mais des pas gens. du tout. Regardez, ce qui vient et pire, Rachida Dati. Non. Quel âge Mais c'est 52 ans, ressenti 51 grand maximum. très méchant. Ça. Silvio Berlusconi, quel âge? Ah, ça c'est pas méchant ça. 81 ans, ressenti musée Grévin. Ah bah le bunga bunga ça conserve. Hein. Abdelaziz Bouteflika, quel âge? Ah bah il est immortel. Eh ben, le même âge que Berlusconi, 81 ans, mais sans la chirurgie. Ressenti, bon là on est au-delà du ressenti. Alors, ça vaut aussi pour les statistiques. Parfois, il y a une distorsion entre la réalité des chiffres et le ressenti qu'on en a. Par exemple, il y a 224 femmes élues à l'Assemblée nationale, ce qui fait 38,8% de femmes. C'est pas encore la parité, mais c'est pas si mal, on va dire. Eh ben, pour Marlène Schiappa, ressenti 2%. Pour Jean-Luc Mélenchon, ressenti beaucoup trop. Surtout depuis qu'il est devenu Marseillais. Alors, il a demandé, vous le savez, à Clémentine Autain de baisser d'un ton. Oh, mandarine. Ouais, Clémentine, pareil, c'est pareil. Viens un peu là, viens. Ouais, tu commences à me gonfler sérieusement les alibos, fille. Hein. Alors, fille. Hein. Parce que là, ça fait des mois que tu nous emboucanes avec tes histoires que soi-disant on méprise le PC, le PS. C'est pas qu'on les méprise. C'est qu'on s'en bat les steaks. Ok, t'as compris? Ah ouais, il était vénère, le Méluche, là. Quant à la rédac-chef du média, Aude Rossigneux, elle a été priée d'aller chanter ailleurs. Diable, voilà une rédac-chef qui ne s'est pas habillée longtemps en Pravda. Oui, joli. Conclusion, comme on dit en Suisse, c'est pas le coucou qui chante le plus fort, qui chante le meilleur. Tan, tan, taram. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, je suis Édouard Philippe, votre chef de gare. Afin de remettre la SNCF sur de bons rails, j'ai entamé une concertation sur le statut des cheminots. En cas de blocage, le train exécutif passera à grande vitesse par des ordonnances. En cas de trafic interrompu, nous vous invitons à emprunter les cars Macron. C'est moins cher, c'est plus long, mais c'est une idée du patron. Tam, tam, tadam. Mesdames et messieurs, camarades syndiqués, je suis votre contrôleur Philippe Martinez. Je dirais même plus, je suis votre contrôleur Philippe Martinez. Oui, nous sommes les Dupont et Dupont de la CGT et nous parlons d'une seule voix. Au train où vont les choses, nous sommes déterminés à utiliser toutes les voies de recours, blocage du trafic pouvant aller jusqu'à la rupture de Castaner. Nous sommes plus bornés que Madame Borne. Alors le 22 mars, Édouard Philippe, si tu savais, de réforme, nous on se la met. Au train, aucune hésitation. En tout cas, moi, je suis folle. En tout cas, moi, je sais pas comment ils font les hommes politiques pour faire autant de choses à la fois. Édouard Philippe, il reste 3 jours. 3 jours au salon de l'agriculture porte de Versailles. Il dort sur place. Ah bah oui, ça lui évite de ruminer chez lui. Mais oui, c'est plus facile de compter les moutons que de tondre la laine sur le dos des cheminots. Emmanuel Macron, il est resté 12h30. 12h30 sans Brigitte. Mais c'est vrai, on l'a vu, il est reparti avec une poule. Elle s'appelle Agathe. Et normalement, elle est à louer, mais lui, il l'a eu gratos. C'est toujours mieux que se prendre un œuf sur la tête, hein. Comme l'année dernière. Les organisateurs, vous savez, les organisateurs du salon ont eu très peur qu'il se dégonfle, comme Mélenchon. Alors, pour le convaincre de venir, ils ont envoyé une chanteuse. Mais attention, hein, une chanteuse qui envoie du bois. C'est Marie Laforêt. Ah, bien, porte de Versailles, oh, bien, marcher dans la paille, oh, bien, tâter les volailles, oh, bien, mais non, ça pue pas, oh, bien, prendre ta cuite, oh, bien, te gaver de frites, oh, bien, il y aura pas Brigitte, oh, bien, elle n'en saura rien. Oh, je sais bien, oh, qu'elle est jolie cette poule, que pour elle tu as affronté la foule. Parle-leur de son grand-père cheminot, quand il siffle dans ton dos. Oh, je sais
tu te lâches sur Glandouillette. Voilà pourquoi Mélenchon ne viendra pas. Il mange que du quinoa. Viens, c'est une prière. Bravo Corinne. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les soirs, pas du jeudi au samedi, au théâtre du gymnase. Et on leur dit viens voir au gymnase. viens. Merci donc Sandrine. Merci, Anaïs. Merci Isabelle Saporta. C'est maintenant l'heure de notre grand duel, mais on ne bouge pas pendant le jingle. Notre grand témoin cette semaine, c'est l'essayiste, conseiller des princes, Alain Minc, pour débattre avec lui le directeur des campagnes de la France Insoumise, Manuel Bompard. Mais avant d'engager la conversation, regardez ce portrait, Alain Minc déchiffré par Gaël Atlan. Alain Minc, vous, l'homme d'influence, pouvez-vous être résumé en quelques chiffres? Difficile en effet de vous saisir de par vos nombreuses casquettes. 4 en tout, essayiste, économiste, conseiller politique et chef d'entreprise. La vie est suffisamment courte pour qu'on en ait plusieurs à la fois. Vous avez été et continuez de l'être l'apôtre du libéralisme, un libéralisme de gauche dont vous vous réclamez. Le libéral de droite, je commence par là, croit que le marché est le meilleur moyen d'obtenir un optimum économique. Le libéral de gauche, donc moi, croit que le marché est peut-être un moyen assez brutal de changer la société. Je veux être un homme heureux. Vous avez incarné le mondialisme heureux. Les épargnants profitent incroyablement de la hausse de la bourse et enfin les consommateurs sont les vainqueurs de tout cela. Vous défendez l'identité heureuse. J'ai dédicacé mon livre à Nicolas Sarkozy avec une dédicace que je peux vous dire. Je lui ai mis d'un Français de tant de souches au petit Français de sang mêlé de 2007. Vous êtes un Européen heureux, des notions qui ne sonnent pas toujours justes aujourd'hui et qui vous classent parmi les hommes du passé chez certains de vos contradicteurs. Vous évoquez des échanges qu'on a pu avoir quand j'avais 28 ans. Nous sommes 14 ans plus tard. Vous n'avez pas vu la France changer autour de vous? Vous n'avez pas vu le terrorisme monter? Vous n'avez pas vu les problématiques de l'intégration se durcir? C'est en 1978 que le public vous découvre. Vous leur parlez alors du monde de demain. Le jour où la télématique nous atteindra chez nous, ce sera à l'aide d'un téléphone à touche. Le clavier à touche sera le moyen d'accès à l'extérieur. Le téléviseur nous servira à recevoir des images. Ce sera en fait un écran. Et entre les deux, il y aura une sorte de petit ordinateur. Plus tangible en revanche sont vos analyses et prévisions politiques selon vos adversaires. Rarement on s'est systématiquement trompé qu'Alain Minc. Le mec il a dit qu'il n'y aurait pas de crise, il a dit que c'était purement artificiel, il a dit, il a eu faux sur tout. Il faut dire que vous avez souvent misé sur le mauvais cheval. De 1995 à 2017, vous avez tour à tour soutenu Édouard Balladur, puis Lionel Jospin face à Jacques Chirac. Chirac a été plus longtemps conseiller de M. Balladur, qui est plus proche de vous encore qu'on ne sait pas très bien. Non, il a annoncé qu'il votait pour moi. Il est libre comme citoyen quand même. Mais il n'est pas du tout mon conseiller, je vous le laisse. Vous portez bonheur à Nicolas Sarkozy en 2007, mais pas en 2012. Soutenez Alain Juppé à la primaire de la droite. J'ai pris parti pour Alain Juppé en janvier 2015. Donc pas à l'époque où les sondages fabriquaient des enthousiasmes. Et annoncer la victoire d'Hillary Clinton face à Donald Trump. 40 ans sur la scène médiatique, visiteur du soir et chef d'entreprise, pur produit de l'élite et de la génération post-68, vous publiez votre dernier ouvrage dans lequel vous mettez notamment à l'index ceux que vous qualifiez de populistes, au premier rang desquels, selon vous, Jean-Luc Mélenchon. Et nous avons... mignon dans votre genre. Soyez sérieux, monsieur. N'écrivez pas les contes de Disney, là. Entre vous, deux mondes s'opposent. Reste à savoir désormais lequel appartient au dessin animé. Voici Alain Minc et Manuel Bompard. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alain Minc. Vous êtes né à Paris. Vous êtes conseiller politique.
économiste, essayiste, dirigeant d'entreprise. On va débattre ensemble du populisme auquel vous consacrez quelques pages dans votre humble cavalcade dans un monde moderne chez Grasset. Bonsoir Manuel Bompard. Vous êtes né à Firminy dans la Loire. Vous êtes ingénieur et docteur en mathématiques. Vous êtes secrétaire général du Parti de gauche. Vous avez été directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon aux dernières présidentielles et on vous prête un grand destin national. Bonsoir Éric Nolot. Vous êtes né à Baden-Baden. Oui. Et... Ça, c'est déjà. C'est pour ça que je me répète souvent. Et comme Manuel Bompard, vous avez lu le livre d'Alain Minc. Voici votre apostrophe. Mon cher Alain Minc, votre nouvel essai s'intitule « Une humble cavalcade dans le monde de demain ». Alors nous savions certes déjà que la prospective au triple galop faisait partie de vos dadas, mais vous n'aviez encore jamais à notre connaissance pratiqué l'humilité dont acte le nouveau monde réserve décidément bien des surprises et parfois de taille. Alors pour des raisons de clarté, Anaïs l'a dit, je ne retiendrai ici de votre exercice d'hygiène intellectuelle, ainsi le définissez-vous, que ce qui se rapporte au thème de notre débat, à savoir ce que vous qualifiez de populisme en général et du cas de Jean-Luc Mélenchon en particulier. Alors du populisme, vous commencez par expliquer que son expansion était en germe dès 2004, date de parution d'un autre de vos essais, Ce monde qui vient, et ne saurait donc vous étonner. Ce qui ne vous empêche pas d'exprimer une certaine surprise quant à l'âge de ses capitaines, je vous cite, Sanders, Corbyn, Mélenchon, autant d'idoles paradoxales de la jeunesse, à laquelle il parle de révolte, d'injustice, de progrès sociaux avec les mots d'hier. Alors immédiatement après la phrase que je viens de citer, débuta ce qui reste l'une de mes plus étranges et récentes expériences de lecture. En page 12, je tombais sur, c'est donc vous qui écrivez, « Le capitalisme est une machine qui pratique de l'efficacité et de l'inégalité. Quand emporté par la mondialisation, la révolution technologique et les libres mouvements de capitaux, il tourne à pleine vitesse, il produit encore plus d'efficacité et d'inégalité. Tiens, me dis-je, abusé par la proximité alphabétique des auteurs, j'ai dû prendre un essai de Mélenchon à la place d'un essai de Minc. Vérification faite, il n'en était rien. La phrase était bien de vous. 3 pages plus loin, me vint sous les yeux, si les inégalités matérielles étaient compensées par un accès de plus en plus égal à l'éducation et au savoir, la société serait moins déséquilibrée. Tiens, me dis-je, des vacances me feraient décidément du bien. J'ai confondu Minc et Bourdieu dans ma bibliothèque. Vérification faite, il n'en était rien non plus. La phrase était aussi de vous, Alain Minc. En page 21, nouveau sujet d'étonnement et donc nouvelle citation. Il existait en fait une troisième France qui se sentait oubliée et qui ne trouve d'exutoire à ses frustrations que dans le bulletin de vote. Bon, Maugréage in petto, Christophe Guy, lui, commence un peu à radoter. Et non, vérification faite, la phrase n'était pas de lui, mais encore de vous. Alors sur tous les thèmes cités, de même que sur l'ubérisation de la société ou sur les salaires excessifs des patrons, vous validez ainsi la plupart des diagnostics émis par les populismes de droite et de gauche, même si bien sûr vous refusez vigoureusement leurs remèdes et dénoncez à la fois leur absence de solutions plausibles et leur méconnaissance de l'environnement économique. J'attendais donc avec impatience que vous entriez dans le vif du sujet et c'est ce que vous faites dans le chapitre 5 où vous dévoilez plus clairement votre pensée, crainte et espoir mêlés. Alors votre principale crainte au regard du populisme pourrait prendre la forme d'un pastiche de la première phrase du manifeste du Parti communiste de Karl Marx, je dis bien, un spectre hante l'Europe, le spectre de l'illibéralisme. Vous voyez partout monter la tentation d'une société illibérale, de l'Espagne à la Finlande, en passant par la Grande-Bretagne, la France, la Pologne et la Hongrie. Et partout, vous lui attribuez les mêmes ressorts, haine des élites, fantasme du peuple, peur, ressentiment et sentiment d'abandon. Il y a même un cauchemar qui vous vient, page 97, une fusion des extrêmes, l'union des bataillons d'électeurs d'extrême droite et des bataillons d'électeurs d'extrême gauche qui marcheraient ensemble à l'assaut du palais d'hiver, enfin le palais de l'Élysée. Heureusement, vous avez la solution. Vous entendez opposer au populisme des extrêmes un populisme mainstream, c'est ça l'invention du livre, entendu comme une démarche populiste au service de la défense de la démocratie libérale et européenne, ainsi que l'économie sociale de marché. Telle est pour vous la condition pour que perdure le miracle macronien survenu en juin dernier. Telle est pour vous la condition pour que tout change afin que rien ne change, comme disait Tancrède dans Le Guépard, une formule qui aurait pu servir de titre à votre livre, et d'emblème à votre pensée. Alors, évidemment, vous pouvez répondre à tout ce que je viens de dire, mais je voudrais d'abord vous poser une première question, c'est que dans votre livre, vous ne faites pas vraiment la distinction
entre les populistes. Vous avez un peu tendance à les mettre tous dans le même sac. Je voudrais que vous définissiez, et que vous répondiez évidemment par la même occasion à ce que je viens de dire, la singularité du populisme mélenchonien selon vous, ou mélenchoniste. Je vais d'abord vous répondre. D'abord la définition du populisme. Non, mais attendez. Si je peux me permettre. Ne faites pas du Zemmour tout de suite. Calme. Non, parce que je croyais qu'il allait dire définition du populisme, et en particulier mélenchonien. En plus, ce que j'allais dire, à mon avis, pourrait vous interpeller. Donc, très bien. Alors, excusez-moi. C'était une confidence que je faisais à mon interlocuteur, qui était évidemment que s'il y avait eu un deuxième tour Mélenchon-Le Pen, j'aurais bien sûr voté des deux mains Mélenchon. C'est intéressant. C'est intéressant, peut-être. Donc c'est une réponse à la question. C'est une première manière, une réponse à la clérique. Non, mais je vais continuer par une autre comparaison. Comparaison n'est pas raison. Pourquoi je n'ai jamais été d'accord avec l'analogie de François Furet entre le communisme et le nazisme? Pour une raison tout à fait simple. Les communistes étaient individuellement des gens bien, entraînés dans une dérive collective. Je ne crois pas qu'il y avait des nazis bien, individuellement. Ben, vous allez m'expliquer. Je crois que c'est une immense différence. Immense différence. Et donc je pense. On va en parler. Non, mais ça va. Vous n'êtes pas obligé. C'est de l'individualisme. Vous allez prendre. Il y a des types bien partout. Mais il y a des types bien partout, ça que je veux dire. Non, mais attendez. Moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, je pense que il y a beaucoup de gens que je respecte, avec un désaccord total dans les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Je ne crois pas respecter quelqu'un. C'est intéressant, ça. Mais je vous le dis, ne prenez pas ce regard furieux. Arrêtez de faire le compagnon de route des Le Pen. Oh non. Écoutez, si vous saviez, je ne crois pas qu'on puisse voter. Vous savez qu'elle m'en veut beaucoup plus à moi qu'à vous, Marine Le Pen. Ça, je pense, oui. Oui, vous l'avez fait perdre. Oh oui, vachement. Oui. Je crois quand même qu'il y a une espèce de méchanceté dans un vote d'extrême droite qu'il n'y a pas dans un vote d'extrême gauche. Une fois qu'on a dit ça, il y a toujours quand même, et il y a toujours eu dans l'histoire, des passages de l'extrême gauche à l'extrême droite. Dans les années 30, c'était le cas. Donc je ne crois pas du tout à l'agrégation des dirigeants, mais je pense qu'un électeur d'un vote de refus d'extrême gauche peut passer à un vote de refus d'extrême droite et vice-versa. Mais arrêtez de me regarder comme un primat. Non, pas du tout. Je ne regarde pas comme un primat. Mais Alain, vous faites une réponse psychologique. Merci. D'un côté, il y a des gens gentils, de l'autre, méchants. Oui, mais je vous demande, sur la base de la situation actuelle, ce qui, pour vous, distingue les populistes que vous mettez un peu tous dans le même sac. C'est très simple, et je l'ai dit dans ma première phrase. Pourquoi aurais-je voté Mélenchon et pas Le Pen? Parce que je pense que Mélenchon est un républicain. Et que je ne pense pas... Et Le Pen, non. Elle n'a pas la conception... Elle est illibérale. Elle a la même conception de la... Mais arrêtez de faire... Comme ça. C'est un mot qu'elle ne comprend pas. Non, mais elle comprend... Oui, ça c'est probable. Mais je pense qu'elle n'a pas la même vision. Mélenchon n'aurait pas touché aux institutions. Il aurait foutu l'économie en l'air. Bon, ça c'est autre chose. Justement, c'est là que vous intervenez, Emmanuel Bompard. Oui, bon, moi j'ai lu le livre aussi avec beaucoup d'attention et avec intérêt, sincèrement. Je trouve que du point de vue des questions qui sont posées comme étant finalement les grandes questions qui sont posées au monde, je partage un certain nombre de l'analyse. Après, comme l'a dit monsieur Nolot à l'instant, quand on arrive à la question des solutions qui sont apportées, ça vous surprendra pas que, bien évidemment, je partage pas ce qu'il y a dans le livre, mais surtout, j'ai été frappé par le fait qu'il y a beaucoup de lucidité, je trouve, sur l'identification des problèmes auxquels est confronté le monde. Et quand on arrive à la question des solutions, j'ai vu beaucoup de caricatures, et même, excusez-moi du terme, un petit peu d'aveuglement. En réalité, de la caricature, vous l'avez dit, parce que on met tous les populismes, les extrémismes dans le même sac, sans forcément les distinguer les uns par rapport aux autres. Et puis de l'aveuglement aussi, parce que j'ai le sentiment que vous n'avez pas identifié que c'est en réalité les politiques que vous soutenez depuis 20 ans, même davantage encore, qui sont en réalité les solutions extrêmes. C'est celles qui sont en train de nous amener dans le mur. Elles sont en train de nous amener dans le mur sur la question écologique, parce que la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si demain, après-demain, dans 100 ans, il y aura un écosystème dans lequel la vie humaine est possible. C'est en train de nous amener dans le mur dans la question sociale, parce que jamais les inégalités dans notre pays ont été aussi grandes, et tout le monde sait que cette situation-là n'est pas tenable. C'est en train de nous amener dans le mur sur la question européenne, parce que cette construction européenne est en train de détruire l'Europe, qui est pourtant une belle idée. Et donc j'ai l'impression, voilà, je m'arrête là-dessus, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le cercle de la raison que vous avez théorisé il y a une vingtaine d'années, est-ce que finalement, après quelques années, il n'est pas devenu le cercle de la déraison? Et est-ce que la politique que vous êtes en train de soutenir, elle nous amène pas finalement dans le mur? Est-ce que vous considérez qu'il y a beaucoup de points communs, on appartient au même univers, entre par exemple
la France et les pays scandinaves. Même culture, même univers mental, etc. Dans les pays scandinaves, qui vivent en économie capitaliste au moins autant que nous, qui sont exposés à la mondialisation 2 fois plus que nous, c'est-à-dire que nous, notre part de notre produit intérieur lié aux échanges internationaux, c'est une vingtaine de %. Dans les pays scandinaves, comme en Allemagne, c'est 40%. Donc vraiment une présence lourde de la mondialisation. Vous n'avez pas de chômage, quasiment pas de chômage. Vous avez, pour vous qui avez une vocation écolo, un respect de la nature tout à fait avancé. Vous avez un système éducatif qui fonctionne bien, où les inégalités sont bien moindres que chez nous. Et la Finlande, dans les classements PISA, comme universitaire, vous connaissez, est tout en haut, alors que nous sommes tout en bas. Donc le système d'économie de marché libéral, européen, capitaliste, peut produire des sociétés relativement harmonieuses. Et je vais vous en donner un exemple par rapport à nous. Je pense, et je le dis dans le bouquin, M. Nolot a cité le passage, qu'en effet, le système capitaliste fabrique de l'inégalité économique, monétaire, c'est une évidence. Alors après, on peut essayer de les corriger plus ou moins. Vous dites que c'est une fatalité dans le livre, d'ailleurs. Oui, c'est une fatalité. Après, vous pouvez avoir un système de redistribution qui élimine ces inégalités. Les inégalités culturelles, les inégalités qui font que l'ascenseur social fonctionne moins bien que quand j'étais étudiant et manifestant en 68. Elles ne sont pas liées à la mondialisation, puisqu'il y a des pays qui y échappent. Mais elles sont liées à nous-mêmes. Elles sont liées, vous qui êtes dans le monde universitaire, vous le savez très bien, à la façon complètement folle dont on a géré le système éducatif, entre d'un côté un monde hyper élitiste à travers les grandes écoles qui donne au pays les dirigeants dont il a besoin, et de l'autre côté, une université sans sélection, sans orientation, et qui aboutit à fabriquer, au bout d'1 an ou 2 ans, des masses de chômeurs. Bon, ça, c'est pas le système capitaliste. Donc n'en voulez pas au système capitaliste de ce qui sont nos propres vices. Alors, j'ai lu aussi ce passage dans le livre qui m'a frappé par le fait que vous mettez d'un côté les inégalités sociales et de l'autre côté les inégalités éducatives, sans considérer à un moment qu'il puisse y avoir des parallèles entre les deux. Or, les parallèles entre les deux, ils sont établis. Toutes les études qui montrent, par exemple, que si vous n'êtes pas, quand vous êtes à l'école primaire, dans une chambre seule, et si vous êtes obligé, je prends cet exemple-là, de partager votre chambre avec d'autres enfants, si vous êtes dans une situation sociale complexe, votre taux d'échec à l'école est beaucoup plus fort. Oui, donc vous ne pouvez pas... toutes les études... Attendez. J'ai une question. Quand on accole le terme de populisme à Jean-Luc Mélenchon, ça vous fait de la peine? Ça vous inspire quoi? Ça vous... Non, ça me fait pas forcément de la peine. Tout dépend ce qu'on appelle le populisme. Justement. Moi, j'ai pas de problème pour revendiquer le terme de populisme. Moi, je vous donne ma définition du populisme. Pour moi, le populisme, c'est délimiter une frontière pour construire un antagonisme dans la société entre un eux et un nous. Bon, et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec M. Mann quand il dit que M. Macron fait du populisme. C'est la définition de la politique. Eh ben, c'est la définition, pour moi, du populisme. En tout cas, c'est celle dans laquelle je me reconnais. Or, il n'y a aucun rapport entre le eux et le nous que construit, par exemple, Marine Le Pen, et le eux et le nous que va construire la France insoumise. Et quand M. Mann dit M. Macron fait du populisme mainstream, c'est une analyse que je partage, puisque M. Macron a installé un antagonisme entre finalement ceux qui ont envie de faire bouger le pays et ceux qui seraient conservateurs ou rétrogrades. Moi, j'aimerais revenir effectivement sur les mots, parce que tout à l'heure, M. Mann, c'est pour ça que j'opinais de la tête et je faisais des bruits bizarres. C'est parce que on vous pose une question historique et vous répondez de la psychologie. C'est indigne de vous. Il y a des gentils et des méchants. C'est pas l'histoire, ça. On s'en fout des gentils et des méchants. L'important, c'est ce qui se passe. Donc, je voudrais revenir au départ parce que il y a une entourloupe sémantique dans votre livre qui est extraordinaire, en fait. Les mots ne veulent plus dire ce qu'ils veulent dire. Et c'est d'ailleurs la grande habileté depuis 30 ans. Et vous dites populisme. Et en fait, quand vous dites populisme, vous pensez démagogie. C'est ça que vous pensez. Or, le populisme, ce n'est pas la démagogie. Le populisme, c'est la tentative du peuple de retrouver sa capacité de peser sur l'histoire. Mais vous dites, le peuple, ça n'existe pas. Et vous dites, le discours populiste, c'est la haine des élites. Non, monsieur Minck, c'est la haine des élites pour le peuple. C'est Christopher Lasch, dès les années 70, qui a bien compris ça. C'est les élites qui haïssent le peuple. Ce n'est pas le peuple qui haïsse les élites. C'est les élites qui ont fait sécession. C'est les élites qui mettent leur argent ailleurs. Et c'est les élites qui conçoivent, qui pensent mondial quand le peuple pense national. Mais vous voyez, vous venez exactement, tenant un discours que je vous ai entendu tenir de nombreuses fois,
aller mettre le doigt sur votre contradiction. Ah bon, allez-y. Mais oui, votre contradiction. Parce que votre contradiction, si les élites, au référendum de 2005, où en effet les gens du cercle de la raison comme moi ont été battus, si les élites représentaient 45% du pays, si, vous l'avez dit... Pas du tout. Laissez-moi finir à mon tour. J'ai pas dit ça. Si vous avez dit le peuple contre les élites... J'ai pas parlé du référendum de 2005. Mais vous avez tous parlé du référendum de 2005. Non, pas moi, je suis désolé. En réalité, c'est faux, il y a autant... Vous pouvez pas... Vous en êtes au point de considérer que les gens... Je n'ai jamais dit que les 45% étaient les élites. Jamais. Alors... Excusez-moi. Alors, ils étaient quoi? Aveuglés par les élites? Ils étaient quoi? Ah, ils étaient endoctrinés, oui. Et de toute façon... Les 55 n'étaient pas endoctrinés parce qu'ils avaient la pulsion populaire et les 45 étaient endoctrinés. Je vous signale que je n'ai pas parlé du référendum européen et je n'ai pas parlé des 45% et je n'ai pas dit que c'était les élites. Donc, vous voyez, vous faites le ventriloque de ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Moi, je vais continuer. Attendez, je vais continuer parce que c'est trop facile. Et vous nous dites... Donc, je répète, ce n'est pas le peuple qui est les élites, contrairement à ce que vous dites. C'est les élites qui haïssent le peuple et c'est les élites qui ont détruit les nations. Et je fais une deuxième entourloupe sémantique encore plus majeure. Vous nous dites, il y a une tentation aujourd'hui très forte de l'illibéralisme, ça veut dire le contraire du libéralisme, et vous nous expliquez que c'est ceux qui remettent en cause l'état de droit. Et vous nous dites, pour un démocrate, l'état de droit essentiel, c'est la démocratie, c'est que le pouvoir politique est sous le contrôle des normes de droit et donc du juge. Et vous étendez d'ailleurs ça très honnêtement aux banques centrales européennes, etc., et à la Commission, etc. Et là, encore une fois, vous renversez les mots. C'est-à-dire que la démocratie, normalement, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Attendez, je vous en prie, laissez-moi finir parce que c'est un peu compliqué. Non, mais je comprends. Hein, je sais que vous avez compris, mais pas les gens qui nous regardent. Je sais que vous avez compris. Or, l'état de droit, ce n'est pas ça. L'état de droit, c'est le contraire de la démocratie. C'est en vérité l'avènement d'une oligarchie judiciaire et financière qui gouverne le peuple et qui empêche le peuple de pouvoir vraiment s'exprimer à travers la politique et le suffrage universel. Et c'est ça que vous défendez. Vous défendez un système oligarchique et vous l'appelez démocratie. Bon, alors, on est en effet sur une distinction qui remonte à bien plus loin que nous. Vous êtes rousseauiste, un rousseauiste un peu tardif, absolument. Mais vous êtes rousseauiste. La volonté générale, absolument. Bon, et moi, en effet, moi, je suis du côté Montesquieu. Oui. En effet. Et donc ça, c'est un clivage qui a existé profondément. Ce que je remarque simplement, c'est que quand il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs, la société est moins violente que quand il n'y a pas de pouvoir et de contre-pouvoir. Quand on a été confronté, en réalité, à des lames de fond qui ont atteint les libertés, c'est parce qu'on avait supprimé le côté Montesquieu. Monsieur Minck, est-ce que vous considérez que sous le général de Gaulle, et voire sous la Troisième République, on était en dictature? C'est une question. Non, mais attendez, pardon. Répondez à ma question. Est-ce que vous considérez qu'on était en dictature? Est-ce que vous considérez qu'on était en démocratie illibérale? Pardon, je reformulerai la question, je ne suis pas obligé de répondre dans vos termes. C'est normal, ça vous embête parce que vous êtes obligé de dire non. Pas du tout. C'était des démocraties illibérales selon vos critères. Les équilibres de pouvoir n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir sur le général de Gaulle. Pas comme aujourd'hui. D'ailleurs, il est tombé à cause d'une assemblée non élue au suffrage universel. Non. Mais bien sûr que c'est le référendum qui l'a renversé. On peut revenir à l'époque actuelle. Non, mais parce que ça l'embête. Parce que ça l'embête. Qui l'a renversé, M. Poher. Non, pas venu débattre de la situation. C'est fondamental parce que ça l'embête. Non, mais je voulais m'appuyer sur quelque chose que vous aviez dit parce que je trouve intéressant, mais quelque chose qui m'a. Vous venez de faire je peux vous en prendre un. Non, mais moi, j'ai pas de problème de dire que sur certains points, je peux être d'accord avec M. Zemmour et sur d'autres, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais non, parce que monsieur. Mais oui, mais il y a des points communs, heureusement. Le point commun, c'est le peuple. On n'a pas la même définition. Par exemple, il y a quelque chose dans votre livre qui me pose vraiment problème. Mais ça dépend des sujets. Non, c'est pas vrai, ça dépend des sujets. Je pense que la question n'est pas vraiment de se positionner entre vous et lui. Une des choses qui m'embête un petit peu, c'est que vous dites qu'il y a une nécessité de contre-pouvoir. Bien sûr qu'il y a une nécessité de contre-pouvoir et personne
personne ici a proposé, et d'ailleurs quand vous semblez dire que la France Insoumise est contre l'état de droit, parce que vous le mettez dans le même sac que les autres mouvements que vous considérez comme étant du même type, mais c'est pas grave, c'est pas vraiment le sujet. Il y a quelque chose qui me pose une difficulté, c'est que bien sûr qu'il y a besoin de contre-pouvoir, mais vous pouvez pas étendre le contre-pouvoir, par exemple, jusqu'à la Commission européenne, en perdant de vue que la Commission européenne, ce n'est pas un contre-pouvoir, c'est un pouvoir au service d'une idéologie, et qu'on a le droit de contester. Comme tous, et les juges aussi. Oui, mais les juges aussi. Non, mais moi je crois pas que la République soit un régime neutre, par ailleurs, donc c'est normal qu'il y ait des contre-pouvoirs, qu'il y ait un contenu. Sauf que la Commission européenne, elle a un contenu, y compris économique. Pardonnez-moi, Monsieur Bompard, oui. Vous lui donnez des armes en lui parlant de contre-pouvoir. Ce n'est pas le contre-pouvoir. C'est la réalité du pouvoir. C'est moi, laissez parler votre petit frère. Laissez parler votre petit frère. Non, mais il y a quand même une distinction fondamentale. Moi, j'étais un peu sidéré par précisément la distinction que vous avez faite tout à l'heure entre le Front National d'un côté et Mélenchon de l'autre. Moi, je ne fais pas partie du cercle de la raison. J'ai été élevé dans un autre cercle, celui de la gauche antitotalitaire. Donc, je sais ce que c'est les mêmes. Hein. Non, mais je sais ce que ça peut donner dans l'autre sens. Et moi, je trouve que la distinction entre vous, alors je ne sais pas où vous vous situez, vous, Monsieur Bompard, c'est que j'ai l'impression que dans la pensée, quand même, mélenchoniste, dans la pensée de la France insoumise, il y a en effet l'idée qu'il va falloir se passer des contre-pouvoirs dans un premier temps, qu'il va y avoir une phase au moins transitoire, révolutionnaire. D'ailleurs, votre parti, vis-à-vis de certaines dictatures, a une attitude très très ambiguë, de soutien, ou en tout cas voilà, de neutralité très bienveillante. Pas seulement le Venezuela, je pense. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin, mais prenons le Venezuela comme exemple symbolique. Et j'ai l'impression que vraiment, en effet, vous êtes beaucoup plus du côté de Zemmour que de Maïg, parce que vous, je parle de ça à vous collectif, vous pensez qu'il va falloir en passer par l'abolition partielle de l'état de droit pour imposer ce que vous voulez comme société. C'est la seule solution. Non, mais ne dites pas non, c'est la seule solution. Oui, mais sinon on n'y arrivera pas. Et je vais essayer de vous rassurer. Je vais essayer de vous rassurer. Un des grands axes de notre programme, chaque année un porté à l'élection présidentielle, c'est la constituante. La constituante, c'est quoi? C'est au contraire revivifier la démocratie, en considérant que notre démocratie aujourd'hui est malade, qu'il y a un certain nombre, une grande partie de la population, c'est d'ailleurs analysé dans votre livre, qui aujourd'hui se déconnecte et sort complètement du système politique, ne participe plus aux élections. Et nous, on considère au contraire que pour pouvoir avancer, il faut mettre le peuple en mouvement. Et mettre le peuple en mouvement, c'est en réinventant les institutions. Mais je trouve... Donc je ne crois pas qu'il faille à un moment où l'État de droit n'existe. Moi, je trouve que votre reproche à la France insoumise est injuste, parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Désaccord total de ma part. Moi, attaché comme je suis aux institutions de la Ve République, mais ils ont dit on fera une assemblée constituante. C'est-à-dire qu'ils veulent changer les équilibres, mais ils acceptent une logique institutionnelle. Une assemblée au Venezuela. On veut même le C'est aux antipodes de ce que dit Zemmour. Comment pouvez-vous dire que vous êtes fidèle aux institutions de la Ve République, alors que justement les institutions de la Ve République reposaient sur la centralisation du pouvoir et l'affaiblissement de tous les contre-pouvoirs. Excusez-moi, encore une fois, vous êtes dans l'oxymore permanent. Non, mais alors, évidemment, c'est énervant. Mais vous répondez à la main qui a changer le sens des mots tout le temps. Ce que j'aime bien, parce que comme vous avez la gentillesse de m'inviter presque à chaque bouquin, une fois par an, j'ai mon thermomètre de zémourisation. Et ce qui me fait plaisir dans votre nervosité actuelle, c'est qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans, vous aviez le vent dans les voiles. Vous ne confondez pas la vivacité avec la nervosité. Non, il y a 2 ans, vous aviez le vent dans les voiles, et là, on voit que vous avez le vent un peu contraire. Et ça, c'est la bonne Encore une fois, vous faites de la psychologie, c'est décevant. Non, mais je réfute votre argument. De me repousser dans le marxisme. Au lieu de régler vos comptes avec Zemmour, écoutez-moi. Je réfute votre argument. C'est pas parce qu'il y a une constituante que ça garantit un état de droit. Il y a des tas de démocratures actuelles qui ont des assemblées élues. C'est déjà mieux que ce qu'a dit quand même Zemmour, qui a dit qu'il était pour un coup de force. C'est la même chose. Un coup de force du peuple. C'est la même chose. La Ve République, c'est ça. C'est le référendum qui décide. Et c'est pas les juges. Vous restez avec nous, messieurs, vous restez avec nous. On se retrouve après la pub. On parlera printemps social. Hein, le printemps, Eric. Avec le cheminot Roger Dylan Seger et de la cacophonie à droite avec Roger Carucci. Mais pour l'instant, c'est la pub. Vous restez, messieurs. De retour sur le plateau de Zemmour et Nolo, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le mot dièse zen PPA. Une question, messieurs. Oui, vous avez été réveillés de votre sieste. Ouais. Alors, une question de Léa qui va s'adresser à un peu tout le monde sur le plateau. Aux Eric, dit-elle, mais on va vous la poser aussi. S'il ne devait rester qu'une station de radio, qu'un quotidien, qu'un hebdo, aucune chaîne de télé, quels seraient vos médias préférés? Bon, salutations et courage à Anaïs Bouton, c'est moi, merci. Donc, qu'est-ce qui vous informe? Donc, il ne reste plus qu'un média, il faut le choisir, c'est ça? Qu'est-ce qui vous informe? Qu'est-ce qu'on vous, c'est le média?
Manuel Bompard. Moi, je regrette que j'ai l'impression qu'on est surtout désinformé, en fait. Donc c'est difficile de répondre à votre question. Vous rejoignez donc ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon dans sa tribune il y a 2 jours, une tribune assez violente, où il parle d'une haine juste, je crois, à l'égard des médias. Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais moi je pense qu'il y a besoin de médias, parce que les 2 piliers de la République, finalement, l'éducation et les médias, ce qui vous permet de comprendre le monde et ce qui vous permet de comprendre les événements qui se déroulent. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les médias ne jouent pas leur rôle, clairement, et au contraire, ils sont au service d'une idéologie. On est en train de le voir, par exemple, puisque c'est le sujet sur la question de la grève des cheminots. Vous voyez le traitement médiatique de tout ça, et se fait au service d'une idéologie. Moi, je trouve qu'il a raison. Moi, par exemple, je garde Le Monde par fidélité. Non, je garde Le Monde, voilà ma réponse. Je garde Le Monde par fidélité. Écoutez, je lis ça tous les jours. J'ai pas l'impression que Le Monde soit un organe à charge ou même à décharge contre vous, contre Zemmour a l'impression. Il a une idéologie, mais c'est. Non, mais l'idéologie, bien sûr. Le problème, c'est que les autres idéologies ne soient pas forcément présentes parmi les médias. Je l'ai réveillé de sa sieste. Réveillez-moi. Bon, oui, je serais comme Nolo, je garderai Le Monde par la force des choses. Et la presse étrangère. Parce que divers, c'est de bonne qualité. Alors là, il nous fait son Raymond Barre à la sortie. Non, mais c'est vrai. Je garde la presse étrangère, parce que c'est beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. C'est le Figaro. Mais attendez, je voudrais répondre sur le fond par rapport à la tribune de Jean-Luc Mélenchon. Je la trouve extrêmement injuste, parce que Jean-Luc Mélenchon a bénéficié autant que quiconque, et à certains moments plus que quiconque, du cirque médiatique. Le cirque médiatique, il suit l'opinion publique. Et la semaine où les Français ont donné à travers les sondages l'impression que Mélenchon pouvait être au 2e tour, il n'y avait pas d'idéologie qu'il mettait à bas. C'est pas vrai. Et je pense quand vous... Mais le Figaro, c'est normal. Au moins le Figaro, c'est normal. Quand vous regardez l'attitude à l'égard de la potentielle grève des cheminots, du débat actuel, et si vous regardiez les journaux au moment de la grève de 95, ils n'étaient pas du tout sur la même ligne qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent que l'opinion n'est pas sur la même ligne. Moi qui viens n'est pas celle de 45. Non, c'est faux. Encore une fois, entourloupe sémantique d'Alain Minc. En 95, tous les médias, et d'ailleurs toute l'Assemblée nationale, est unanime en faveur du plan Juppé. Avant que la grève ne commence. Merci. Avant que la grève ne commence. Éric, vous avez bien travaillé, c'est bien. Vous saviez qu'il allait arriver. C'est maintenant l'heure de la polémique. Alors, revoilà les ordonnances. Le bon docteur Philippe va-t-il déclencher une éruption de printemps avant d'en débattre avec le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, Roger Dillensenger? Regardez, Édouard Philippe était lundi soir sur le plateau du 20h de France 2. Si le gouvernement a décidé de recourir aux ordonnances pour ce dossier, c'est parce que nous considérons qu'il faut avancer. Je ne veux pas l'enlisement, je veux que nous avancions. Nous devons sortir du statu quo. L'objectif, encore une fois, c'est de sauver ce service public ferroviaire. C'est pas de le remettre en cause. Et pour le sauver, il faut prendre des décisions. Je regrette qu'elles n'aient pas été prises avant. Voici Roger Dillensenger. Vous êtes cheminot depuis 1982. Exactement. Secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Depuis 2016. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Vous allez vous revoir avec l'intersyndicale. Est-ce qu'une grève d'ampleur est encore évitable? Bien, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'est une bonne question. Et je pense qu'en tant qu'organisation syndicale du ferroviaire, nous avons pris une décision responsable, à savoir, on a été invité par Madame la ministre à concerter le projet de loi d'habilitation. Donc on a décidé d'un commun accord de dire on va d'abord juger sur pièce le projet de loi d'habilitation qui devrait tomber sur la question de la réforme du ferroviaire vers le 14 mars, selon nos éléments, et on va se retrouver le 15 mars pour décider sur pièce de ce qu'on va faire, et tout cela de manière unitaire d'une part, mais également en toute responsabilité face aux engagements et face aux usagers. Mais est-ce que c'est pas un peu joué d'avance? Parce que la méthode Macron, quand même, telle qu'elle apparaît, c'est on peut discuter tout à condition qu'à la fin, on tombe d'accord sur ce que j'ai décidé avant le début des négociations. C'est comme ça que ça se passe. Donc je pense pas que vous puissiez éviter la grève. Non, mais moi, c'est ce que j'observe. D'ailleurs, c'est une méthode qui est très perverse, mais très efficace. Voilà, moi, je suis très prudent par rapport à cette approche-là. L'histoire, elle se construit jamais d'avance. Donc effectivement, il y a le sujet, la méthode, on la connaît, et voilà. Donc aujourd'hui, on rentre dans une concertation
Demain, d'ailleurs, on a les mêmes ambitions. Moi, j'ai bien écouté Monsieur le Premier ministre. On a les mêmes ambitions d'un service ferroviaire de qualité, efficace, à l'heure. Mais la vraie question que nous, on se pose, est-ce que le fait de supprimer ou d'arrêter les recrutements au statut, ça va améliorer la qualité du service public? Là, c'est la vraie question. Et à date, permettez-moi, à date, le débat public, à savoir quel ferroviaire veut la France, quel ferroviaire veulent les usagers, personne ne s'est posé de cette question. Quel ferroviaire la France a-t-elle les moyens de se financer? On ne s'est jamais posé cette question. Aujourd'hui, et là je reviens sur un peu, sans vouloir critiquer les médias, parce que vous me laissez naturellement la parole, et la parole est libre. Mais c'est osé. Et la parole est libre, mais aujourd'hui on focalise, et certains médias focalisent sur le statut des cheminots. C'est pas le problème. Mais pourquoi ils focalisent, monsieur? C'est parce que le débat ayant commencé juste avant votre arrivée, ce qui se joue et ce que veut instituer Macron, c'est un débat au sein de l'opinion publique. Donc on dit... On ne va pas toucher aux petites lignes, c'est-à-dire on ne va pas toucher à l'intérêt général. On le laisse à la région. On va dire, vous voyez, les cheminots sont recroquevillés sur leurs intérêts particuliers, le statut. C'est le piège dans lequel on est vraiment... Vous aurez du mal à ne pas tomber. Permettez-moi, parce que, encore une fois, on est là dans la communication. Le Premier ministre annonce, sous la pression des élus, on va être tout à fait honnête également, le Premier ministre annonce, je ne touche pas aux petites lignes. Par contre, il ne dit pas avec quel financement. Pour moi... Le denier de l'État, c'est le denier du citoyen. Le denier des autorités organisatrices de transport régional, c'est le denier des citoyens également. Donc, in fine, si les régions n'ont plus les moyens de se financer leur train, les petites lignes vont disparaître. Absolument. Non, moi, je voudrais dire une chose, si vous me permettez. C'est que, en fait, je pense que quand Nolo dit que vous êtes tombé dans un piège, je pense que ça fait longtemps que vous êtes tombé dans un piège, qui est le suivant, d'après moi. C'est que quand on parle de l'endettement colossal de la SNCF, on fait croire que c'est le statut qui coûte cher. En vérité, c'est le TGV qui coûte cher. C'est le TGV qui a provoqué cet endettement gigantesque. Le dit, hein. Je le lis pas beaucoup, moi, mais bon, peut-être que je lis pas les bons journaux, mais je le lis pas beaucoup. Dans le Parisien, dans le Figaro, Libé. Oui, mais on met en avant le statut davantage que le TGV. Mais là où vous êtes tombé dans le piège, selon moi, je ne connais pas les méandres de la négociation à l'intérieur de la SNCF, c'est qu'on a l'impression que depuis 30 ans, depuis 20 ans, à force de refuser toute évolution, vous vous êtes mis vous-même dans la seringue et dans la position de dire ben oui, c'est tout ou rien, et donc on peut mettre en avant votre statut pour dire on va moderniser la SNCF, alors que tout ça c'est du pipeau. Vous vous êtes piégé vous-même, c'est ça dont j'ai l'impression. Et là encore, je modérerai les propos. Je partage tout à fait pour vous conforter également l'approche de la dette ferroviaire. En l'occurrence, c'est une dette qui a été... 50 milliards de dettes. Ouais. 50 milliards de dettes sur le réseau ferroviaire. Alors, d'une part, c'est 50 milliards de dettes, mais également 50 milliards d'actifs. Il y a quand même un réseau français, un réseau TGV qui existe et qui est là. Et s'il n'y avait pas eu cet engagement, aujourd'hui, depuis... Alors, vous l'avez souligné, je suis quand même cheminot depuis un moment. Et dans la période avant fin 75, voire années 90, s'il n'y avait pas eu certains engagements, peut-être il n'y aurait plus la SNCF qu'on connaît aujourd'hui. La SNCF qui reste quand même un fleuron du transport en France. Voilà. Effectivement, la question du statut, qui est toujours systématiquement mise sur la table, on s'est enfermé, pas tant que ça. Parce que le statut, il est en capacité d'évoluer. C'est vivant. C'est vrai que en tant qu'organisation syndicale, notre job, quand même, c'est la protection sociale des cheminots. Donc on fait tout pour que ça bouge le moins possible. Voilà. Mais ça peut quand même s'améliorer. Bah oui, mais du coup là, en matière de communication, vous êtes dans le mur. Ceci dit, aujourd'hui, on est dans une situation où le ferroviaire, par voie des obligations européennes, va s'ouvrir à la concurrence. Donc on va s'ouvrir à la concurrence. Et encore une fois, je le souligne, mon job d'organisation syndicale, c'est... je pourrais revenir sur notre posture par rapport à l'ouverture à la concurrence de réseaux guidés, mais c'est plus d'actualité vu que la décision elle est prise. Par contre, nous, ce qu'on dit très clairement, c'est que l'ouverture à la concurrence, c'est de la concurrence entre les entreprises, mais pas entre les salariés des entreprises. C'est pas aux salariés de subir la conséquence. Et le job aujourd'hui... Je voudrais vous poser deux questions.
La première, c'est, je comprends très bien que votre job... Je me méfie. Non, ne vous méfiez pas. Non, je respecte beaucoup les organisations syndicales, je trouve qu'elles sont trop faibles en France. Dans le privé. Peut-être pas dans le public, mais dans le privé. Je comprends très bien que votre job, c'est de défendre les cheminots actuels sous le statut actuel. Enfin, c'est évident. Je trouve que c'est plus compliqué quand même pour vous de défendre les recrutements sous le statut. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les intérêts de vos mandants actuels et ça suppose une vision de l'évolution de la société. Et c'est pour ça que je voulais vous poser une deuxième question. Est-ce que vous considérez que le service collectif de l'eau, qui n'est pas un service public, puisqu'il n'est pas fait dans une entreprise publique, est plus mal fait, que l'usager est moins bien traité que le client de la SNCF? Non. Ça veut donc dire que les services collectifs peuvent être assurés par des entreprises où il n'y a pas de statut. Vous répondez à vos propres questions, Alain, c'est super. Non, mais j'aurais répondu oui. Mais c'est comme d'habitude. Alors très clairement, le service de l'eau, je le dis en toute transparence, alors c'est l'expérience de tout un chacun, n'est pas moins bien fait depuis qu'il est traité par le privé. Par contre, il est plus cher. Bah oui. Le tarif de l'eau a largement évolué depuis la privatisation. Alors, Manuel Bompard. Oui, moi, deux choses. Un, je suis d'accord avec vous sur le fait que je ne crois pas que ce soit vous qui vous soyez enfermé sur la question du statut des cheminots, mais par contre, il y a une volonté du gouvernement, clairement, de mettre ça devant comme pour positionner. Bien sûr, je suis d'accord. Il faut d'ailleurs rappeler que ce soi-disant statut des cheminots, c'est les cheminots qui le payent eux-mêmes. C'est pas le reste de la population, parce qu'on a l'air de dire que c'est le reste de la population qui le paye. Le système de retraite, oui. Non, mais le statut social des cheminots est payé par une augmentation de cotisation pour les cheminots. Oui, mais pour les Français aussi, qu'on abonde, parce que le système est déficitaire. On est d'accord là-dessus. Non, mais là, je parle du statut. Premier point. Deuxième point, clairement, derrière cet écran de fumée, il y a une volonté qui est une volonté claire de privatisation pour, effectivement, exaucer les directives européennes. Vous pensez qu'il faut faire la grève? Alors moi, je pense que c'est imprivatisable. Moi, j'ai pas... Parce que là, il y a 3 questions en même temps, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez qu'il faut déclencher le mouvement tout de suite, la France Insoumise? J'ai pas donné de consignes aux organisations syndicales. En tout cas, à partir du moment... Ils sont devenus prudents. À partir du moment... Je sais que par exemple, il y a des dates qui sont prévues. Autant je donnerai pas de consignes. Par contre, je peux leur dire qu'on les soutiendra et on sera à leur côté, bien sûr. Non, moi je voudrais dire une chose, parce que on a encore, et ça va faire hurler à la main qui va trouver que je deviens quasiment fasciste. On a encore là... La prochaine fois, ça sera quand je reviendrai dans 2 ans. On a encore là l'exemple même de la religion, du dogme idéologique de la Commission de Bruxelles de la concurrence, qui l'impose partout, qui l'a imposé par exemple à EDF dans l'électricité, qui l'a imposé dans l'eau, qui l'a imposé à la SNCF, dans des secteurs où il n'est pas évident que la concurrence soit préférable au monopole. On n'en sait rien. Simplement, ils ont une religion. Leur religion, c'est la concurrence. Il faut mettre de la concurrence partout. Bon, c'est quelque chose, si je peux me permettre, parce que par exemple, en Grande-Bretagne, la libéralisation du rail, on en a vu les conséquences. Exactement. Aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de revenir à la base. Ils sont en train de revenir en arrière. Vous aviez raison au moment où elle s'est faite. Aujourd'hui, le service du rail au Royaume-Uni est considéré comme totalement satisfaisant. C'est pour ça qu'ils sont en train de revenir en arrière. En avoir. Votre ami Jérémy Corbyn n'est pas encore au pouvoir. Quoi je souhaite qu'il y soit. Vous le souhaitez. Si vous permettez, par rapport au chemin de fer britannique, parce qu'effectivement, dans le cadre de cette ouverture à la concurrence, on a naturellement pris le soin de faire un petit benchmark européen pour voir comment ça marche mieux ou moins bien ailleurs. Le seul point qu'on peut retenir sur le service britannique, c'est qu'il coûte 6 fois plus cher qu'en France. Bien sûr. Voilà, donc il faut savoir ce qu'on veut. Les prix des billets sont 6 fois plus élevés. Non, mais le payeur. Oui, mais même le TGV, monsieur. Attendez, en France, il est très cher. Mais le payeur est le même parce que les entreprises ne sont pas subventionnées. Vous ne pouvez pas considérer que le service public n'est pas cher au moment où les contribuables le financent via les transferts publics. Mais le payeur n'est pas le même, parce que d'un côté, c'est que le passager, que l'usager, et de l'autre côté, c'est l'ensemble de la collectivité. Alors vous préférez. Bien sûr, c'est la solidarité. Bien sûr. Ah oui, qui traite donc de la même façon à ce moment-là les riches et les pauvres. Non, mais ils ne sont pas traités de la même façon, monsieur Mike, il y a l'impôt et l'impôt est pour une fois, je suis d'accord avec Mike, parce que c'est les... Ah non, mais là, il a raison sur un point. Vous avez assisté à une cuisine, oui. Il a raison sur un point. Le TGV est pris par les gens les plus aisés. Le TGV est pris par les gens les plus aisés et c'est financé
par toute la population, même les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens de prendre le TGV. Donc là, il n'a pas tort. Le prix des billets, je pense. Alors, c'est vrai, c'est nous qui prenons le TGV. Dernier point en un mot, c'est pas la Commission de Bruxelles qui a imposé au gouvernement français de procéder par ordonnance. Non, ça non. Mais c'est la Commission de Bruxelles qui impose la règle de la concurrence. Sur la méthode, en un mot. Non, mais attends, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est pas toi le syndicaliste. En un mot sur les ordonnances. Un peu, mais sur les ordonnances, pardon. Sur les ordonnances, c'est une question de méthode. Et là également, je veux dire, c'est un peu un déni de démocratie, d'aller dans l'accélération. Là, on se retrouve un peu dans un contrainte de calendrier par rapport aux transcriptions des directives européennes. Sur les ordonnances, nous, on va travailler, nous également, on sait se mettre en bataille pour travailler en urgence. Et là, en l'occurrence, on a 3 mois pour régler cette affaire-là. Je pense que là, on est sur une trêve en attente du projet de loi d'habilitation qui va tomber mi-mars, et laissez-nous le temps de nous positionner à mi-mars. Peut-être il y aura encore des surprises. Je trouve qu'à propos des ordonnances, il faut dire les choses telles que le Premier ministre les a dites. Il a dit tous les points d'accord seront dans le projet qui sera à la fois un projet de loi et un projet d'ordonnance. C'est quand même un peu plus subtil. On est dans le principe des vases communicants et on avancera en même temps. C'est également un nouveau processus, un nouveau procédé. On retiendra votre participation au débat et l'adhésion de Zemmour à Minck, qui je ne pensais pas vivante, voire brève et ponctuelle. Touchante en tout cas. Merci, monsieur Dillé-Seger. Merci, Manuel Bompard. Alain Minck, vous restez avec nous puisque vous êtes notre grand témoin cette semaine. C'est l'heure pour nous de nous intéresser à la droite française qui se déchire. Allez, fracture de la droite, suite avant de recevoir l'ancien ministre Roger Carucci qui vient de rejoindre le mouvement de Valérie Pécresse. Et si l'Europe était le coup de grâce pour la droite française? À un an des élections européennes, plusieurs lignes s'affrontent, mais ça ne date pas d'hier. Retour en archive avec la rubrique C'était demain de Dimitri Kefelec. Merci. Nous ne pensons pas que l'Europe est une sorte de poudre de perlimpinpin venant au secours des gouvernements à court d'idées. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Jacques Chirac est à l'image de la droite qu'il a longtemps dirigée, divisée sur la question de l'Europe. Europe, Europe, Europe. Aux élections européennes de 1979, Jacques Chirac, ancien Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, dirige la liste du RPR, affrontant celle de l'UDF. Cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. Et la raison s'accorde avec le sentiment pour nous faire choisir l'Europe du cœur et de la raison. En 1992, le traité de Maastricht, qui fonde l'Union européenne et institue une future monnaie unique, est proposé par référendum au peuple français et sème encore la zizanie au RPR. L'Europe de Maastricht marche sur la tête. Il nous faut la remettre sur ses pieds pour continuer d'avancer. Philippe Séguin prône le non et mène la fronde avec Charles Pasqua contre la direction du parti. L'Europe qu'on nous propose enterre la conception de la souveraineté nationale. 1992 est littéralement l'anti-1789. Ce traité de Maastricht, il ne me fait pas peur. Finalement, le oui l'emporte d'un petit point. Sous la présidence Mitterrand, l'opposition ressort du référendum affaibli. Je lance un appel pour que chacun retrouve sa place sereinement dans l'opposition. 1999, les élections européennes déchirent une nouvelle fois la droite. Charles Pasqua et Philippe de Villiers s'unissent et devancent la liste de Nicolas Sarkozy. Je voudrais que nous ayons une pensée pour celui que nous avons appelé avec Charles Pasqua, tant il lui ressemble. Le lapin tambour du Racel. Il en a les gestes. J'aime la politique. J'aime la politique. Mais on s'en fout que tu aimes la politique. Nous, on aime la France. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez doit trancher entre deux lignes diamétralement opposées, celle de ses vice-présidents. Alors question, l'Europe sera-t-elle la prochaine fracture de la droite? Et voici Roger Carucci. Bonsoir, monsieur.
François. J'ai bien fait de venir. Bon, ça vous rajeunit, Carucci. Je vous en prie. Je ne soyez pas insolente dès que j'arrive. Parce que vous êtes plus jeune que moi. C'est vrai en plus. Pas de beaucoup. Bon, alors, ça nous rajeunit tous. Alors. Vous êtes ancien ministre, sénateur des Hauts-de-Seine. Vous venez de rejoindre le mouvement de Valérie Pécresse, Libre. Et en même temps, vous êtes dans l'organigramme LR de Laurent Wauquiez, vice-président de la Commission nationale d'investiture. J'incarne l'unité. Voilà, alors vous êtes surtout d'une grande souplesse. Il y a d'autres mots qui me viennent à l'esprit, mais bon. Je vous emploie. On m'a déjà dit beaucoup de choses, mais d'une grande souplesse, c'est rare. Non, vous êtes un peu à la politique, ce que Nadia Comaneci était à la gymnastique, quoi. C'est la souplesse dans les adducteurs qui est magnifique. Elle a gagné. Oui, 10. Elle a eu 10. C'est vrai. Alors, peut-être que vous aurez 10. Vous aurez peut-être 10. À l'effroyable QCM de Zemmour. Car non. Si. Moi, je réponds que rien. Alors, sur la question de l'Europe, et c'est pour vous aussi, et pour vous aussi. Merci beaucoup. Sur la question de l'Europe, Laurent Wauquiez a plutôt intérêt à suivre le projet d'Europe libérale de Virginie Calmels, le projet d'Europe souverainiste de Guillaume Pelletier ou votre projet à vous. Et dans ce cas, vous nous expliquez. J'ai pas encore un projet à moi tout seul. Ça viendra peut-être, mais j'en suis pas à ce point. Non, je pense que, d'ailleurs, contrairement à ce que j'ai vu dans votre reportage, vous dites par exemple, on est sorti affaibli du référendum sur Maastricht en 92. Moi, j'ai fait la campagne avec Philippe Séguin contre Maastricht, puisque j'étais pour une monnaie commune, pas pour une monnaie unique. Mais enfin, je rappelle simplement que 6 mois plus tard, on a gagné largement les législatives de 93. Donc l'affaiblissement n'a pas de sens. De la même manière, j'entends bien Philippe de Villiers, qui aujourd'hui n'a pas un impact fou sur la vie publique, dire en 1999, lapin du Racel, machin. Enfin bon, peut-être, mais Nicolas Sarkozy, 8 ans plus tard, il est président de la République. Oui, mais en 99, il a pris une raclée. Et alors? Oui, non, mais d'accord. Je sais pas, parce que... C'est vrai qu'il a été président. Moi, je me souviens aussi... Et alors, la situation a beaucoup changé. Je me souviens de 1999. À l'époque, j'étais le conseiller politique de Philippe Séguin. Philippe Séguin quitte la présidence du RPR et quitte la tête de liste. Absolument. Nicolas Sarkozy accepte vraiment au tout, tout moment de se retrouver tête de liste. Alors, revenons en 2018. Non, la vérité, c'est que, naturellement, il faut qu'on trouve une solution qui ne plaira pas à tout le monde, hein, mais une solution médiane. Moi, je suis ni europhobe, ni un europhile fou. Je pense qu'il faut une attitude europragmatique, euroréaliste, appelez ça comme vous voulez, et qu'on trouve une solution moyenne. Par exemple, quand la Commission européenne dit il faut encore étendre l'Europe aux Balkans, moi je considère que franchement, c'est pas le moment, non pas parce que j'ai quelque chose contre les Balkans, j'aime beaucoup la Serbie, très bien, mais c'est une évidence que l'élargissement n'a pas été concomitant de l'approfondissement et qu'on paye le fait d'avoir une Europe qui finalement s'est étendue trop vite et n'a pas modifié sa capacité de gestion. Un élément par exemple, quand on a fait Maastricht, qu'est-ce que disait Philippe Séguin? Philippe Séguin n'était pas du tout pour sortir de l'Europe, ni europhobe, ni tout ce qu'on veut. Il disait seulement monnaie commune bien avant la monnaie unique et gouvernement financier. Or ça, on n'y est jamais arrivé. Donc, à un moment, c'était le but du jeu, hein, Carucci. C'était le but du jeu. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver, de réaliser à l'intérieur des Républicains un programme qui, à la fois, soit réaliste sur ce qu'est l'Europe. L'Europe, elle a des qualités. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Et l'Europe, elle a des défauts que tout le monde connaît. Trop d'administration, etc. Si, c'est le débat. Mais non, c'est pas le débat. Mais si, c'est le débat. Je comprends très bien ce que dit Roger Carucci dans la position qui est la sienne. Ah oui, mais quand je regarde 2 mois de présidence Wauquiez, je me dis qu'il ne pourra pas trouver cette position d'équilibre. C'est-à-dire que la dérive quand même impressionnante de Laurent Wauquiez, les positions qu'il prend, sur l'Europe, la position qu'il a prise sur l'Europe, me souviens moi du bouquin qu'il avait écrit, est à milieu de ce que dit Roger Carucci. Donc où Wauquiez décide de se recentrer, on n'a pas l'impression que ça en prend le chemin, où vous n'y arriverez pas. Non, mais c'est pas il faut répondre à ça, parce que si vous voulez quand même qu'on parle des Républicains, parlons-en. Oui, oui. Voilà. Wauquiez a été ministre des Affaires européennes pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et franchement, à l'époque,
moi, j'ai pas de souvenir que les uns ou les autres les qualifiaient d'europhobes ou d'anti-européens. Bon. Qu'évidemment, on critique, et moi je suis le premier à le faire, qu'on critique les dérives de l'Europe sur un certain nombre de sujets. C'est normal. Si on veut participer à la gestion européenne, il faut aussi qu'on dise ce qui va pas et ce qui va. Bon. Maintenant, dire « Ah non, 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 non », parce que Wauquiez a une ligne un peu dure, entre guillemets, oui. Sur un certain nombre d'aspects, tout de suite, on ne trouvera pas d'accord sur le niveau européen. Mais vous noyez le poisson, je suis désolé. Non, je noie rien. Non, mais vous essayez d'éviter le vrai débat. Si j'essayais de noyer le poisson, il navigue sans moi, il n'a pas besoin de personne. Non, mais attendez. Oui. Pourquoi est-ce que Wauquiez aurait dit à Virginie Calmels, mais je parle de son bouquin. Ah bah oui, ça c'est vrai. Ah bah oui, ça c'est vrai. Mais attendez. Mais le problème, c'est qu'il y a la position de Wauquiez, il y a la position de Virginie Calmels, il y a la position d'un certain nombre de dirigeants de LR qui n'est pas identique. Et si on dit qu'il faut bien trouver un projet de synthèse, ça veut dire que chacun... Mais là, vous faites des phrases pour échapper à Nolo, là. Oui, pourquoi j'échappe à Nolo? Parce que vous voulez pas... Enfin, si vous savez très bien la situation, vous faites le naïf, parce que Mac n'a pas tort, vous ne pouvez pas dire autre chose. Vous pouvez pas dire autre chose. Par rapport aux vieux souvenirs que vous évoquez, la situation a changé du tout au tout. D'abord, en effet, Wauquiez a beaucoup évolué, et ensuite, à l'époque, il n'y avait pas la tentation macronienne. Là, sur l'Europe, ça va être vraiment la différence de trop, le différent de trop. Il y a une partie non négligeable des Républicains qui est tentée par Macron. Et sur l'Europe, ils auront raison parce qu'ils se regrouperont avec des gens qui pensent la même chose que sur l'Europe. Côté Juppé est quand même beaucoup plus proche sur l'Europe de Macron que de Wauquiez. Pourquoi vous me dites ça? Parce que vous pourriez faire exactement l'inverse et me dire « Ah mais non, mais c'est pas possible. Ceux qui vont ne pas être d'accord avec l'Europe, qui seront plus nationalistes, plus souverainistes, ah là là, mais il y a Marine Le Pen, ah là là, mais il y a Nicolas Dupont-Aignan. » De toute façon, dans le débat européen, on sait bien que se font les transferts. Hein. Eh ben, on sait Républicains vers Macron. En dernières européennes, ça s'est fait dans ce sens-là. Il peut y en avoir dans tous les sens. Ils ont fait 25% à l'Assemblée nationale. Si le FN a fait 25 en 2014, c'est anormal qu'il ait fait 25. C'est évident qu'il y avait une partie de nos électeurs qui ont voté FN. Donc vous ne craignez pas la fracturation? Moi, je ne suis pas du tout, et chacun le sait, ni pour un accord avec le FN, ni pour la moindre passerelle avec le FN. Mais c'est une évidence que nos électeurs, les électeurs de la droite classique, sur le thème européen, ne sont pas tous sur le même axe. Donc c'est une évidence qu'il faut qu'on trouve une proposition et un projet fort sur l'organisation de l'Europe, la gestion de l'Europe, mais qui ne soit ni ultranationaliste, si je puis dire, ni europhobe, voilà. Moi, je pense que... Mais on va s'y mettre, on le fait avec bonne volonté. Donc aidez-nous. Je pense que le débat tel que le pose Roger Carucci est désuet. Allons. Oui, c'est-à-dire que c'est un débat des années 90, on a bien connu, vous et moi, et Alain Minc aussi, la grande querelle de Maastricht de 92, etc. Oui, on est d'accord, c'est fini, mais sauf que vous continuez. Non. Moi, je pense que le débat d'aujourd'hui, et pour une fois, la France est en retard, mais c'est à cause parce que nous, on a Marine Le Pen, donc c'est un problème. Le vrai débat aujourd'hui, c'est d'ailleurs tel que l'a posé très bien Minc, avec toutes les entourloupes sémantiques que j'ai dénoncées tout à l'heure. Mais en fait, il a posé le vrai sujet, selon moi. Aujourd'hui, il y a un combat entre l'Ouest et l'Est, entre la démocratie libérale telle que l'entend Minc, et que moi j'appelle sous la dictature des juges, et la démocratie illibérale de Orban, de la Pologne, de la Slovaquie, de l'Empire austro-hongrois. Maintenant, je dis ça. Moi, je pense que la France doit s'allier à l'Empire austro-hongrois pour reprendre le pouvoir sur l'Europe et pour tordre le cou à la tyrannie judiciaire. Je suis très sérieux et vous verrez que c'est l'avenir. Mais vous pouvez vous moquer. Vous pouvez vous moquer. Je pense que c'est tout à l'heure. Non, mais vous pouvez vous moquer. C'est pas grave. Mais non, mais c'est pas grave. L'alliance traditionnelle en France, autrefois, c'était l'alliance russe. C'était pas franchement l'alliance avec l'Empire austro-hongrois. Là, en l'occurrence, maintenant, les Russes et Orban, c'est pareil. Moi, je suis d'accord sur un point. C'est qu'on a voulu étendre l'Europe trop vite. On a ouvert à l'Europe de l'Est en se disant on est coupable parce que pendant 40 ans, on les a laissés derrière le rideau de fer, il faut les rentrer tout de suite. Le problème, c'est qu'évidemment, ils n'étaient ni économiquement, ni socialement, ni même politiquement en situation. Et ils nous reprochent aujourd'hui de dire
Vous voulez un type d'organisation qui n'est pas le nôtre. Ils ont vous bien voulez raison. nous mettre dans des conditions. Ils ont bien raison. Non, mais c'est vrai. Mais ils ont bien raison. Zemmour, laissez parler votre complice à la main. Votre jumeau idéologique. Votre allié du monde. On fait ce qu'on peut. Oui, je vois bien. Alors, je vais décaler la discussion pour que nous n'apparaissions pas trop antinomiques et complices. Le problème, c'est que entre les gens du RPR qui ont voté non à Maastricht, comme François Fillon et vous, et ce qu'il y a dans le bouquin de Wauquiez, il y a une différence de nature. Moi, j'étais évidemment pour le oui, mais j'avais fait un bouquin face à Philippe Séguin, ça s'appelait Deux France. Il était européen, Philippe Séguin. Il ne disait pas ce que dit Wauquiez, qui on détruit tout, et puis on va recommencer à quelques-uns. Or, il est trop intelligent pour savoir que si on détruit tout, on ne recommencera jamais. Donc, je pense que vous êtes interpellé au sein de votre parti par une ligne qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus anti-européenne que l'était classique. Vous avez raison, mais Laurent Wauquiez... Laissez. Je vous en prie. Bon, si vous voulez gérer les LR à la place... Allez. Ah non, mais... Ça vous soulagerait, monsieur. Moi, je ferais le ménage. À propos de ménage, ça va nous amener sur la deuxième question. Alors, j'ai pas fini. Alors, vous finissez. Deuxième question. Laurent Wauquiez lui-même a dit, il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, a évoqué le niveau européen, le sujet européen, et lui-même a dit que par rapport à ce qu'il avait écrit, il considérait qu'effectivement il fallait évoluer, avancer et qu'on trouverait une solution moyenne. Donc je ne dis pas que c'est simple, parce que de toute façon le RPR, puis l'UMP, puis les Républicains ont toujours été traversés au niveau européen par des positions différentes. Donc forcément, tout le monde n'arrive pas au point de départ sur la même ligne. Il faut donc qu'on trouve ensemble une solution. Ça, c'était une belle conclusion. On va passer à la deuxième question. Très bénisseur. Si vous étiez, justement, si vous étiez... Alain Juppé. Allons. Vous quitteriez les Républicains. Vous demanderiez à Virginie Calmels, en charge des finances à la mairie de Bordeaux, de faire des économies à Bordeaux. Ou vous chercheriez à vous rabibocher avec Laurent Wauquiez. Ah, moi, je vais vous inverser. Je prendrai la solution 3, mais inversée. Moi, je serais plutôt du style à dire à Laurent, c'est toi le patron du parti. C'est toi qui dois rassembler. Et c'est toi qui dois faire les gestes. Il n'est pas tellement rassembleur pour l'instant. Ça veut dire que, il faut, comme toujours, un épisode est mis en exergue et on fait comme si c'était la vie à tout jamais. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai pas toujours été, c'est le moins qu'on puisse dire, d'accord avec Valérie Pécresse. Et pourtant, lui, il a dit qu'elle faisait que des conneries. C'est pour ça qu'on vous a appelé comme Comaneci. Je vous remercie. Et aujourd'hui, je travaille avec elle, mais je travaille aussi avec Laurent. J'ai parrainé la candidature de Laurent Wauquiez, mais je considère qu'à l'intérieur des Républicains, il faut qu'on reste tous chez les Républicains, mais qu'on se parle. C'est moi qui dis. Et qu'on se parle tous. Ça sert à quoi de rester ensemble? C'est l'esprit de la confusion. Oui, mais il y aurait des électeurs. Mais plus de partis. Vous n'avez plus d'électeurs, vous avez les retraités de liste qui votent pour le LR. Attendez, j'ai pas fini de répondre. C'est possible sur rabibochage? J'ai pas fini de répondre. Ce que je veux dire, c'est que je pense que Laurent, qui en a la capacité, qui est un type extrêmement intelligent, peut très bien se dire, si je veux, franchement, rester le patron, arriver à faire les élections européennes dans de bonnes conditions, puis les municipales, puis le reste, il faut rassembler. Donc, quelques coups de fil pourraient être de son côté, et puis voilà, tout le monde doit faire un effort. Qui a dit, mais le fondamental est que petit à petit, la scène politique à droite retourne à sa configuration ancienne RPR-UDF. D'un côté, la droite de toujours, les bourgeois flanqués des petits bourgeois qui s'y croient. De l'autre, le marais avec Macron. Mais encore faut-il qu'il en reste le roi, la spécialité du centre et l'émiettement et la guerre des chefs. Ça, c'est une évidence, mais... Ça, c'est Mélenchon. Moi, je demande à M. Carpouchi de sortir la langue de bois, d'être un peu courageux. Vous savez bien que c'est pas possible, ce rabibochage. Ils en sont à se traiter de pauvres cons. Qu'est-ce qu'il peut faire, Wauquiez? Organiser un autre off avec d'autres étudiants en disant des choses... Je voudrais compléter Nolo. Non, je veux juste dire à Nolo. Franchement, j'ai vécu pour l'avoir fait. C'est ce qu'il va répondre. Il va dire qu'il y en a eu d'autres bien pires. Non, mais attendez. Moi, j'ai des souvenirs de rendez-vous, Séguin-Chirac. Je sortais du bureau en me disant, jamais, ces deux ne font jamais rien ensemble, c'est de la haine, c'est pas possible. Juppé détestait Séguin en voulait. C'était des rendez-vous, mais vous sortiez de là, vous disiez, on n'a plus rien à faire dans le même parti, il vaut mieux qu'on s'en aille. Et pourtant, quelques mois après,
parce que l'intérêt national le commandait. Alors non, parce qu'il fallait bien avancer. Je plonge là-dessus. Voilà, vous voulez absolument que les politiques soient... Non, mais je pense que psychologiquement et politiquement, c'est mort. Ce que vous venez de raconter, c'est ça qui a tué la droite depuis 20 ans. C'est le rabibochage permanent sur la ligne de flottaison oui, c'est exactement ça qui a tué la droite. On a quand même gagné souvent. Voilà, j'ai pas été long à la On a quand même gagné souvent, parce que le rabibochage de 93, de 2013... Au prix de rien faire. Oh non, Monsieur Carucci, la seule chose, c'est que le paysage a bougé parce qu'il y a le météore qui est tombé, qui est le météore Macron. Il n'y avait pas la tentation Macron. Et le paysage n'est plus du tout le même. Mais parce que vous êtes obsédé par la tentation Macron. Moi, je vous dis... Mais moi, je lis ce que vous écrivez tous, et vous écrivez beaucoup, il n'y a pas de raison, et ce que vous publiez tous. Moi, je vois les sondages où on nous dit maintenant, il a beaucoup baissé depuis 2 mois. Ah bah oui, avec la CSG, l'électorat des retraités et des autres vote aux élections partielles pour la droite. Pourquoi voulez-vous que la tentation Macron soit une tentation permanente? Eh ben vous verrez. Beaucoup plus. Eh ben vous verrez. Et vous savez parfaitement qu'en plus, une partie des électeurs ne votent pas sur les thématiques européennes, mais sur des thématiques nationales, y compris aux européennes. Oui, ça c'est vrai. Eh ben si Monsieur Macron n'est plus jupitérien et ne marche plus sur les nuages dans un an, beaucoup d'électeurs qui étaient peut-être tentés il y a 1 an d'être avec Macron ne le seront plus. Et on reviendra sur les projets. Voilà. C'est le sujet, il n'est pas que sur l'Europe, et vous le savez très bien. C'est que la stratégie que suit Wauquiez vous mettra mal à l'aise les uns et les autres, et vous n'aurez pas le choix. Je pense profondément qu'entre Wauquiez qui regarde vers la droite pour prendre des voix à l'extrême droite et les modérés de la droite, il n'y a pas d'espace. Mais oui, mais qui dégage? Ils ont tué la droite depuis 30 ans, monsieur Minc. Ah ben moi, vous savez, je dis que je suis le plus ancien des jupéos macroniens, donc évidemment, je souhaite que monsieur Minc, c'est les gens comme vous, c'est les gens comme vous qui avez tué la droite. D'ailleurs, vous n'êtes pas de droite, vous êtes de gauche. Allez, mais bien sûr. La complicité n'a pas duré longtemps. C'est les modérés. Mais exactement. C'est les modérés comme vous qui, à force d'édulcorer tous les programmes qui partaient de droite, ont tué la droite parce qu'ils l'ont complètement anesthésiée. Je suis d'accord avec vous. J'ai dit à Wauquiez dans l'émission politique, vous allez peut-être amener vers un parti démocratique des voix d'extrême droite, mais vous en sortirez si caboché que vous ne serez pas président de la République. Et je pense que si des voix Front National vont chez les Républicains, tant mieux. Mais le prix politique est un prix qui sera insupportable pour les modérés. Mais oui, mais qui s'en a et qu'ils aillent chez Macron et qu'on n'en parle plus. C'est obsessionnel. Mais moi, je suis pas... C'est obsessionnel. Mais oui, mais parce qu'ils sont déjà partis dans leur tête. Du calme. Du calme, j'ai rien fait. Non, mais vous défendez Juppé. C'est quand même une honte pour la mémoire de Séguin. Oui, monsieur Carucci. Alors, si on pouvait passer à la troisième question. Non, mais je vais essayer de dire 2 mots quand même. Parce que après l'affrontement, après la complicité, vous voyez, quand vous dites... Quand les gens, il y a de la rupture, regardez, il y a de la rupture, et après, complice, et puis après, je te tape, et puis moi, je retombe. Non, mais c'est la vie, c'est comme partout, c'est la vie. Non, mais moi, je pense sincèrement que je comprends tout ce qui est dit sur est-ce que le parti va pas trop à droite, etc. Il y a toujours eu ce débat au RPR, à l'UMP et chez les Républicains. Moi, je ne crois pas sincèrement que nos projets ou nos programmes étaient insuffisants. Ce qui est vrai, c'est qu'après, malheureusement, dans bien des cas, le projet n'a pas été traduit en réalité dans le concret. Donc ça, c'est une vérité. Et c'est pas seulement sur les affrontements internes à la droite, c'est parce que, dans certains cas, la droite au pouvoir a trop écouté, les syndicats, les médias, tous les corps intermédiaires. Il fallait probablement le faire parce que nous n'étions pas dans la situation d'aujourd'hui. Je pense que Macron a eu la chance en 2017 d'avoir une France tellement affaiblie après Hollande, tellement désespérée, que les types étaient prêts à faire plus et à aller au concret. Ce qui a permis la réforme sur le Code du travail, ce qui va, je l'espère, permettre la réforme de la SNCF. Mais on va voir dans 1 an où on en est, parce que ces phases-là, elles ne durent pas très longtemps. Donc après, il faut qu'on ait un projet européen capteur. Allez, une dernière petite facétie d'Éric Zemmour. Alors, encore combien vous en avez fait? Quel SMS conseillez-vous à Laurent Wauquiez d'envoyer à Nicolas Sarkozy? 1. J'ai changé. 2. Si tu reviens, j'annule tout. 3. Casse-toi, pauvre con.
Aucun des trois comme ça, parce que le troisième, franchement, vous envoyez ça à Nicolas Sarkozy, je vous souhaite du bonheur. Si tu reviens, j'annule tout, je vois pas bien, parce que je suis pas convaincu que Nicolas réponde pas, tu peux courir. Et quand j'ai changé, il lui dira peut-être pas, donc il vaut mieux qu'il lui envoie comme texto, je t'aime. Madame Mac, pareil. Aucun des trois, je t'aime, personne ne le croira. Mais en revanche, non, pour revenir sur un point de fond, imaginez Sarko aujourd'hui, il n'aurait pas fait ce que vous évoquez. Il aurait essayé de reconstituer et faire que sa famille tienne. Je veux dire, c'est ça qu'il a tué, monsieur Mac. C'est pas le sujet. Ça, mais c'est le sujet. Et c'est là que je pense qu'il y a des erreurs de Sarkozy. Et je pense que la manière dont Wauquiez a voulu couper le cordon avec Sarkozy, après il a reculé parce qu'il l'avait accusé de forfaiture. La forfaiture, ça conduit quand même en haute cour. Je veux dire, il aurait pu trouver d'autres prétextes pour rompre avec Sarko que cette histoire grotesque d'écoute. Je pense qu'en réalité... Je jure que je n'ai pas été écouté, du moins je le crois. Vous savez rien. Je ne sais pas. Voilà. Mais enfin, franchement, mes conversations sur la marque de croquettes de mon chat ne devraient pas remonter à la DCI. Mais, non, mais... les relations sont compliquées, rappelez-vous, des relations Chirac-Sarko, des relations même à un moment Séguin-Sarko. Regardez Zemmour Nolo. Bon, regardez Zemmour Nolo avec Manque. Bon. Donc, c'est la vie, c'est comme ça. Mais quand on est le patron d'un grand parti qui est destiné à être la principale force de l'opposition, eh bien, très naturellement, on rassemble. Allez, vous avez le mot de la fin. Merci Roger Carucci d'être passé sur ce plateau. Merci à la main d'être venu. Peut-être un livre commun avec Éric Zemmour maintenant. J'en ai fait un. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Le dialogue, relation des personnes, a été remplacé par la propagande ou la polémique, qui sont deux sortes de monologues. Elle est signée Albert Camus dans L'Homme révolté. On se retrouve la semaine prochaine avec Alba Ventura et d'ici là, restez zen sur Paris Première.